S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux Brando, c'est leur témérité et leur persévérance qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs. C'est bien leurs ambitions démesurées qui ont contribué au prestige de ces deux personnages. Mais si l'on était bien captivé par ces ambitions en question, c'est bien parce que c'était un Brando qui était à l'œuvre. À ce jour, c'est toujours le nom le plus connu parmi les antagonistes de JoJo, et c'est totalement mérité. À titre personnel, d'ailleurs, c'est ce que je retiens le plus, c'est que rien ne leur est dû, ils ont travaillé dur pour arriver à leur fin. Car contrairement à certains personnages, pas forcément dans l'univers de JoJo, les Brando n'ont eu aucune prédisposition qui a pu les aider à leur conquête. Ils se sont donné les moyens de réussir, et pourtant ça n'a pas toujours été facile pour eux, et on le verra en profondeur au sein de cette vidéo. Ils ont su se faire un nom, que ce soit dans l'univers de JoJo, ou bien même dans notre univers tout court. Joe a beaucoup contribué à ça, notamment par son stand The World, et par ses nombreuses répliques qui ont marqué les gens. Son stand a eu un tel impact qu'il a même été réutilisé des années plus tard à la fin de Steel Ball Run, partie pourtant se déroulant après le reset de l'univers de Pucci, et donc Joe n'était pas dans cet univers-là. Et ce n'est pas non plus le Joe du second univers, donc Diego Brando, qui héritera du stand The World, mais bien un autre Diego Brando, mais on reviendra sur ça à la fin de la vidéo. Choix auquel j'ai été très réticent et que je trouve plus que discutable, mais bon, on verra ça plus tard. Là, il vaut mieux se recentrer sur le sujet, et donc traiter de l'ascension sociale des deux Brando. Comme le titre de la vidéo l'indique, il va être intéressant de retracer le parcours des Brando, mais dans la thématique du sujet. Car pour comprendre comment ils ont réussi à atteindre les sommets, il faut savoir de quoi ils sont partis, quel a été le point de départ de leur ambition, et connaître l'élément déclencheur qui a su les propulser. J'en profite donc pour parler de la forme que prendra cette vidéo. Déjà, il y a les chapitres qui sont proposés dans la description et sur le lecteur vidéo pour vous aider, mais ce que je veux avant tout expliciter, c'est les deux axes auxquels tourneront ma vidéo. Le premier axe comprend 3 parties et elle concerne les deux personnages. Au départ, en faisant cette vidéo, j'avais envie de condenser toutes les informations et l'histoire des deux personnages en même temps, pour pouvoir les comparer, mais je me suis aperçu d'un problème, c'est que la vidéo allait en perdre beaucoup de sa clarté, et j'ai donc décidé, dans chacune des parties, de séparer en deux les parties de Joe et de Diego. Ces 3 premières parties vont donc tourner autour de l'histoire de ces deux personnages, évidemment en lien avec le sujet. La première sera une mise en contexte, on va étudier le passé des deux personnages. La seconde partie concernera leur entrée en jeu en quelque sorte dans le manga, leurs actions concrètes, dès leur apparition. Et la troisième, la plus importante, celle qui parlera de l'événement qui a chamboulé leur vie. C'est pour ça que j'en profite pour faire une petite mise au point. Cette vidéo n'est absolument pas une analyse qui a pour but de compter les moindres faits et gestes de Diego et Joe Brando. Je veux simplement vous montrer de quelle manière ils ont réussi à parvenir à leur fin et à instaurer leur domination dans leur univers. Domination qui était à l'origine une tentative de s'élever socialement pour les deux et qui a d'ailleurs réussi. Là où je veux en venir, c'est que pour détailler cette évolution, je ne suis pas obligé de parler de tous les combats de manière très détaillée. Ne soyez alors pas surpris si je n'approfondis pas trop le combat par exemple de Joe contre Jotaro, ou bien les nombreux combats qu'a mené Diego au fil des étapes de la Steel Ball Run, car je ne les traiterai pas toutes, car elles ne sont pas toutes intéressantes pour le sujet. Je ne parlerai donc pas de la puissance de ces deux personnages, mais bien de leur témérité. Si donc au premier axe de cette vidéo, on a traité de l'histoire des deux personnages, on va devoir l'approfondir dans le deuxième axe. Ce deuxième axe de ma vidéo est constitué de 4 parties, mais cette fois-ci, les 4 ne traitent pas en même temps des deux personnages. Hormis la première partie, où je parlerai de leur personnalité, des divergences et des convergences, les 3 autres seront des parties séparées. Il y en aura 2 pour Joe, la première concernera sa domination, et la deuxième parlera de son influence qu'il a eue au sein des autres parties du manga. Cette partie fera donc guise d'outro pour le personnage de Joe. La dernière partie, quant à elle, sera consacrée uniquement à Diego Brando, du moins au cas du Diego alternatif, dont il me tarde de parler. Voilà tout pour les 2 axes et les parties de ma vidéo, j'espère que ça a été un minimum clair. Comme j'en ai parlé précédemment dans la vidéo, ce qui m'a motivé pour la faire, c'est ma fascination quant au parcours des deux Brando. On peut dire qu'il est très atypique, et qu'ils ont eu un impact non négligeable sur le manga. Voilà, j'espère que j'arriverai bien à retranscrire leur quête sociale dans ma vidéo. Sans plus tarder, je crois qu'il est temps de commencer. Cette partie donc se concentrera sur leurs flashbacks respectifs. On va évidemment commencer par celui qui est apparu en premier, c'est-à-dire Joe. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est qu'il vit dans la pauvreté, sa maison est délabrée, son père est mourant, et il vit dans des conditions très précaires. La maladie de son père n'est pas due au fruit du hasard, elle a été provoquée par quelque chose, ou du moins par quelqu'un, on verra ça plus tard. Il est sur le point de rendre l'âme, et il veut que son fils prenne sa suite. Pour cela, il va lui parler de sa rencontre avec George Joestar, qui sera son atout par la suite. Il a eu un énorme coup de chance, ou bien est-ce un coup du destin,
comme l'aime bien raconter cette œuvre. Dario de base n'était qu'un misérable voleur, mais au final il va se retrouver avec un objet très précieux qui va lui être confié. Au-delà de l'objet, ce qui est primordial de comprendre, c'est que George Joestar pense qu'il a une dette auprès de Dario, et ça va être très utile pour Joe par la suite. Je vais encore parler de Dario, j'insiste beaucoup avec lui, mais c'est un personnage moteur pour Joe, étant donné que c'est son père, mais il l'a aussi beaucoup influencé. L'idée que Dario veuille que Joe aille s'infiltrer en quelque sorte dans la famille Joestar est une bonne idée pour la prospérité de sa famille, mais il ne lui a pas apporté que de bonnes choses. Son comportement a déteint sur Joe via l'alcoolisme et la violence. Joe l'avouera lui-même plus tard dans la partie 1, il boit comme son père et il frappe comme le faisait son père. Nous voilà donc devant l'ultime scène du flashback de Joe, où Dario meurt et il lui dit d'aller dans la famille Joestar. Il faut qu'il gagne sa place auprès d'elle afin de devenir noble et de sortir de la pauvreté. Son père, dans son dernier souffle de vie, s'inquiète pour lui, malgré les atrocités qu'il a pu lui faire. Tout cela ne semble pas avoir été digéré par Joe, car il n'éprouve que du mépris pour son père, comme le témoigne la dernière scène où il part du cimetière. Cependant, il va quand même mettre en place ce que lui a dit son père, pour se frayer une place au sommet, comme il le dit lui-même. Il va donc tirer profit de cette occasion, mais il éprouve toujours de la rancœur envers son père, notamment dû au traitement qu'il a eu envers sa mère. Malheureusement, on n'a que très peu d'informations là concernant, mais ce n'est pas le cas du tout pour le personnage dont on va parler juste après. Quant à Diego donc, son flashback lui tourne principalement vis-à-vis de sa mère. Pour mettre plus de contexte, ses parents étaient très pauvres, tout comme Joe, et ils l'étaient tellement qu'ils se sont retrouvés contraints avec de gros guillemets quand même, d'abandonner leur fils. Ils vont aller même jusqu'à le foutre dans un trou quand même. Autre similitude avec Joe, son père était alcoolique. D'ailleurs, sa mère lui reproche ça ici. Sa mère n'est pas comme lui et regrette immédiatement son acte infâme et veut tenter d'aller le sauver. Elle se lance donc immédiatement dans la tempête, qui les emporte tous les deux. Son père pense qu'ils sont condamnés et est content de s'en débarrasser, il a un comportement de gros lâche. Alors qu'en fait, contre toute attente, la mère a réussi à sauver Diego et s'excuse auprès de lui aussitôt. Petit saut temporel, Diego a grandi de quelques années et sa mère travaille maintenant dans une ferme. Elle a pris ce qu'il y avait à prendre comme boulot bien sûr. Chose à noter, Diego, à 5 ans, s'intéresse déjà aux chevaux. Cependant, ce n'est pas l'élément à retenir du flashback, celui à retenir, c'est qu'un homme, celui qui les a recueillis d'ailleurs, fait des avances et devient très insistant avec la mère de Diego. Elle refuse ces avances et ce n'est pas sans conséquence, car ils vont devenir les parias de la ferme, notamment avec l'épisode de la tasse de Diego qui a été trouée pour se venger de ce refus. Diego, tout innocent, essaye de trouver une solution pour quand même avoir à manger, mais sa mère sait pourquoi ce trou a été fait. En réaction à ça, elle va faire un creux avec ses mains pour donner à manger à son fils, une véritable preuve d'amour. Diego en est traumatisé, normal après tout. Sa mère lui dit aussi qu'ils ne doivent pas oublier leur fierté, valeur qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd vu ce qui se passera ensuite. On apprend un peu après que sa mère a fini par mourir du tétanos. On n'a pas trop de détails précis. La seule chose qu'on nous donne, c'est le témoignage de Diego qui pense que c'est l'épisode du creux qui a brûlé sa mère. Jugement biaisé au vu du traumatisme qu'il a subi, mais justifié, et on ne pourra jamais réellement savoir. Il va rejeter la faute sur son père et le détestera. C'est d'ailleurs une de ses ambitions, celle de le retrouver et de se venger. Mais celle que l'on retiendra par-dessus tout, c'est ce qu'il dit ici. Je gravirai les échelons de la société jusqu'à son sommet. Il est bien déterminé à devenir quelqu'un de très important, en se souvenant de ce qu'il a vécu dans la ferme. Ses ambitions ressemblent beaucoup à celles de Joe. Le père en est la cause, la mère la conséquence, et ça tombe bien, car c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à voir comment ils se sont débrouillés pour s'extirper de la pauvreté. On commence donc par Joe, qui comme prévu se rend au manoir Joestar pour y intégrer la famille comme lui a conseillé vivement son père. On relève quelque chose dans ce passage. Joe connaît le nom du fils de George, alors que Dario ne l'en a pas informé d'après ce que l'on a vu. Est-ce du off-screen, ou bien Joe s'est renseigné sur la famille en amont? Oui, je vais peut-être faire de la surinterprétation, mais passons. Joe compte bien utiliser son passe-droit, que son père a sauvé celui de Jonathan, sauf que je tiens à crever l'abcès dès maintenant. George était au courant que Dario n'était qu'un simple voleur, et a quand même adopté son fils, c'est une vraie âme charitable. Détaillons la méthode de Joe. Il compte faire imploser Jonathan pour prendre lui seul la fortune de la famille. Il casse donc le cliché du jeune pauvre qui ne fait qu'avoir recours à la violence pour arriver à ses fins, mais a une stratégie. Bon, ça c'est sur la théorie, on va voir que ça a vite dégénéré sur ce point-là. Joe va donc avoir le même traitement que Jonathan, exactement le même,
George le considère déjà comme son fils. Et c'est aussitôt qu'il met son stratagème en œuvre. Faire tout mieux que Jonathan pour le frustrer et pour le faire craquer. Ça commence donc par de simples coutumes à la maison. Puis ça va aller jusqu'en dehors du manoir, avec un combat en boxe, où il va le malmener. Il utilise les techniques de boxe de rue qu'il a apprises, il a plus d'expérience que Jonathan, et il va l'emporter largement sur lui. En plus de satisfaire son ego, cette victoire avait pour but d'éloigner Jojo de ses amis, faire en sorte qu'il se désintéresse de lui, qu'il soit tout seul. Il ne s'arrêtera pas là, il va même jusqu'à prendre le premier baiser d'Erina, la copine de Jojo, sans aucune gêne. Il est complètement malade, mais c'est pour ça qu'on l'aime, je crois. Et c'est toujours pas fini, il réussit à faire encore pire que ça, il va brûler Danny, le chien des Joestar, toujours sans aucun remords. Cela étant dit, Joe va se rendre compte qu'il agit beaucoup trop en peu de temps. Il va falloir qu'il s'abstienne de pourrir la vie de Jojo, sinon il risque de faire quelque chose de travers. C'est pour cela qu'il va décider de prendre son temps, en canalisant ses pulsions, et pendant 7 ans, il feint d'être en bonne entente avec Jojo et n'agira pas plus. Et c'est alors qu'on nous montre que Joe et Jonathan forment un bon Joe comme là lors d'un match de rugby. Mais leur bonne relation est factice. Jojo se demande s'il peut lui faire confiance et ne le voit pas comme un ami. Joe reste lui fidèle à ses principes d'antan, jouer un rôle et ensuite s'emparer de la fortune des Joestar. Le temps est passé, George est très malade et il est l'heure pour lui de prendre les devants. Il veut donner un médicament visant à empoisonner celui qu'il appelle maintenant son père. Il va être démasqué par Jojo, qui découvre que Dario avait les mêmes symptômes que son père. Cela sera avéré car à la suite, on nous montre un passage de l'enfance de Joe, où il donne un médicament à son père, et accessoirement un passage où il se fait frapper, mais j'ai déjà parlé du caractère violent de Dario juste avant. Jojo a donc découvert que Joe a tué son propre père, et qu'il allait faire de même avec le sien. Il va évidemment s'interposer pour empêcher que ça se produise. Et c'est bien lui qui va prendre le dessus contrairement à leur rencontre. Mais Joe a la tête ailleurs, il veut commettre le crime parfait pour n'éveiller aucun soupçon. C'est alors qu'il pense à ce fameux masque de pierre qu'il avait vu dès son arrivée au manoir Joestar. Il veut le tuer avec et faire passer ça pour un accident. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que c'est bien ce masque qui va changer sa vie à jamais. Si Joe a pour but de s'emparer de la fortune des Joestar, Diego a fait quelque chose de similaire, comme nous le dit Johnny au cours de la Steel Ball Run. Il aurait épousé une femme de 83 ans et l'aurait peut-être tué lui-même. Je jette cette information comme ça, mais étant donné que c'est la seule info, et encore elle n'est pas concrète à 100% sur Diego, entre la mort de sa mère et le début de la Steel Ball Run, je me devais de la donner dès le départ. Rentrons dans le vif du sujet. C'est bien de cette course qu'on va parler maintenant. Rappel rapide, elle se déroule aux États-Unis, organisée par Stephen Steele. Le but est de parcourir 6000 km avec son cheval pour remporter 50 millions de dollars. Évidemment, l'argent est une source de motivation pour Diego, mais sa principale motivation pour y parcourir est la célébrité et sa médiatisation qui lui permettra de sûrement trouver une place politique au sein de son pays, l'Angleterre. Il s'inscrit bien à la course et on nous précise déjà qu'il s'est sorti de la pauvreté et s'est déjà trouvé une place dans la royauté anglaise. Cette course sera un moyen pour lui de se montrer aux yeux du monde entier cette fois-ci. On nous le présente même comme l'un des favoris, il est le représentant numéro 1 de l'Angleterre, lui qui a été moqué et humilié au cours de son enfance. On pourrait penser qu'il a déjà pris sa revanche, mais ce n'est pas assez, il veut toujours plus d'importance. La course vient de commencer et bat son plein, et sa première grosse opposition est contre Giro Zeppeli. Ils ont une petite discussion où Diego évoque la destinée. Je porte attention sur ce mot parce qu'il est présent de partout dans cette œuvre, beaucoup de personnages l'ont utilisé, et la plupart ont mal fini. On va voir s'il déroge à la règle. Reprenons la confrontation. Diego parvient à le doubler grâce à sa maîtrise de la course, mais Giro va saisir sa boule en fer et le faire chuter. Diego aurait certainement pu creuser l'écart dans les règles de l'art, mais un autre type de maîtrise que celui des chevaux est apparu ici. Mais tout n'est pas perdu pour Diego dans cette première étape, puisqu'il parvient à raccrocher le peloton de tête, et va entamer une confrontation avec Johnny Joestar cette fois-ci. Il veut se servir de lui pour prendre de la vitesse. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que Johnny est loin d'être un amateur, et d'ailleurs il le reconnaît immédiatement son talent. Chose que Joe n'aurait certainement pas fait aussi vite. Lors de l'étape 3, Diego croise Johnny et Giro. Il parle étonnamment beaucoup trop et va même jusqu'à faire des blagues, très inhabituelles chez lui. Giro comprend que quelque chose cloche, mais ils n'ont pas d'autre choix que de le suivre, car le soleil va se coucher et les chevaux doivent se reposer. Quelque chose attire l'attention de Johnny, sa peau semble se craqueler. Arrivé dans le village, Johnny aperçoit Diego en train de manger des cailloux. Il commence vraiment à délirer, tout à l'heure c'était les paroles, maintenant ce sont ses expressions faciales qui sont étranges. En plus, sa vue semble perturbée,
Quelque chose ne va pas, cela n'échappe pas à Johnny. Ce dernier va découvrir que Diego a une bouche jusqu'aux oreilles avec des dents. Clairement pas normal. Soupçon confirmé, Diego est devenu un dinosaure. Il va pourchasser Jiro et Johnny, qui s'enfuient vers un endroit bien précis, tout en se transformant peu à peu en dinosaures, eux aussi étrangement. On ne sait pas trop à ce moment-là s'il est possédé, s'il sait ce qu'il fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas perdu de son intelligence, il veut se servir des boules en fer pour les traquer, il va les envoyer, et c'est un succès, car il va leur mettre la main dessus. Un phénomène étrange est en train de consumer peu à peu Johnny et Jiro, et a consumé complètement Diego. Les deux se sont enfuis vers un sommet pour y récupérer quelque chose en particulier. Il y a beaucoup d'inconnus, mais on va très vite tout découvrir et comprendre, car Diego a dérobé 2 yeux qui vont changer le cours de sa vie. Allez, on revient sur Joe et on en aura un petit moment avec lui, car on va aussi parler de la partie 3. Je le redis à nouveau, mais je ne vais pas forcément parler en détail de tous ces combats. Trop les détailler ferait dévier du sujet. Joe s'intéressait déjà au masque avant le timeskip, il a toujours éveillé sa curiosité, et il est temps pour lui de tenter d'en percer les mystères. Pour cela, il va chercher à l'essayer sur quelqu'un de lambda dans la rue. On note aussi que Joe l'insulte de clochard incapable de se laver. Il semble s'être bien imprégné des coutumes bourgeoises, visiblement même un peu trop, vu comment il prend de haut ceux qui ne sont pas de sa caste. Il tente alors d'activer le masque, sauf qu'une lueur étrange apparaît, de la lumière, ce qui n'était absolument pas prévu. Retournement de situation, Joe se fait malmener. Le vieillard semble dans la forme de sa vie et ne ressent aucune douleur. Il va même rajeunir et cherche à aspirer le sang de Joe. Il est complètement acculé, il refuse que ça se termine comme ça, et c'est compréhensible, ça serait une mort lamentable, seulement c'est comme ça qu'il va découvrir le point faible du masque, le soleil, qui a décomposé son utilisateur. Le titre du chapitre 11 nous l'apprend. Joe veut transcender l'humanité à l'aide de ce masque, il a toutes les cartes en main pour commettre son crime, et même plus. Vient alors son arrestation dans le manoir. Il va tenter d'utiliser le masque de pierre avec le sang de Jojo, seulement tout se passe mal, George est touché gravement, et Joe va se transformer. C'est alors qu'un gros combat débute, et Jojo semble prendre le dessus au départ, en mettant au tapis Joe, mais ce n'est qu'illusoire. Il en faudra plus pour le tuer, lui qui semble être invincible désormais. Il est intangible au bal, il n'est même plus humain, c'est un vampire. Il absorbe le sang des autres, et il peut même les faire devenir des zombies après ça. Il est tellement au-dessus que Jojo va chercher le point faible du masque. Sans ça, ils n'ont aucune chance, car il les surpasse dans tous les domaines. Il ne craint rien, et comme le dit Speedwagon, il est immortel. Il ne sent rien, et sa faculté de régénération est extrêmement rapide. Cet aspect-là est aussi montré lorsqu'ils ont l'idée de le brûler. Seulement, le feu ne le consume pas, puisqu'il se régénère quasi instantanément. Au final, Jojo a l'idée de se jeter sur lui pour l'empaler, et que le feu brûle éternellement sur lui. Tellement fort que sa régénération ne serait même pas capable de faire effet. Il était prêt à se sacrifier, et c'est un succès car il s'en sort, non pas indemne, mais il n'est pas mort au milieu des flammes. Notre ami Joe par contre est désespéré, se voit mourir et regrette l'immortalité et la jeunesse éternelle. Celui qui de base voulait simplement prendre la fortune d'une famille, s'est retrouvé beaucoup plus ambitieux avec l'arrivée de ce masque de pierre. Seulement, Joe n'est pas mort, il revient de sous terre, il compte se venger et maintenant régner. Jojo est rétabli, mais il va apprendre par un dénommé William Zeppeli que Joe n'est pas mort. Il connaît certains mystères du masque et il souhaite vaincre celui qui l'a en sa possession. Pour cela, il va enseigner l'onde à Jojo, technique visant à se battre contre le masque. L'onde, à l'origine, est une technique de soin et non pas de combat. Zeppeli l'a vu en Inde, un médecin l'a utilisé sous ses yeux. Cette technique de guérison est l'exact opposé du masque de pierre. C'est peut-être bien la clé pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce masque. C'est une technique qui lui servira après à se battre contre Joe. Il lui tient tête, bien qu'il y ait un écart de niveau entre eux. Il maîtrise à merveille l'onde, mais Joe maîtrise à merveille son nouveau corps et s'est amélioré. Zeppeli sait qu'il ne pourra pas le vaincre, mais il a confiance en son disciple qui pourra lui en venir à bout. Et il lui transmettra son énergie vitale par un sacrifice avec l'onde qui va revigorer Jojo. Le round 2 commence, et Jonathan, lors du précédent combat, avait réfléchi au point faible du masque, avant de connaître l'onde dedans. Et il pensait au cerveau. Il parvient même à trancher en deux Joe, mais ça ne semble pas suffire. Il s'est régénéré, et Jojo est en mauvaise posture. L'onde semble alors être le seul moyen d'en venir à bout,
Et Jojo l'a bien compris. Il va utiliser son ultime technique, Sunlight Yellow Overdrive, pour le perforer, comparable à un lever de soleil, comme le nom l'indique. C'est pas tout, pour bien le terminer, son attaque est combinée avec des flammes pour le décomposer. Cette fois-ci, il veut vraiment en finir. Mais un point a été oublié. Si l'onde est bien le point faible de Joe, il faut bien qu'elle atteigne son cerveau, lieu d'action du masque. Et ça, il l'a bien compris et se tranche la tête. Il est complètement consumé, son corps et ses jambes, il a été vaincu, mais pas complètement, puisqu'il lui reste son visage. Et c'est bien le problème, car il fait à nouveau surface sur le bateau où se trouvent Erina et Jojo pour leur voyage de noces. Il veut s'emparer de son corps, car il n'a plus le choix, et se met soudain à le respecter, en disant que c'est le seul être humain au monde qui mérite son attention. Il a mis un peu plus de temps à le respecter que Diego pour Johnny, et pourtant, mais bref, allez. Jojo est touché par l'attaque en traître de Joe avec ses yeux, il faiblit à vue d'œil, et les zombies viennent l'attaquer lui et sa femme. Mais il ne lâche rien, et l'empêche de prendre son corps. Joe, pitoyable, tente de le berner en lui promettant la vie éternelle avec Erina. Jojo est implacable, il le garde dans ses bras pour cette fois-ci, se sacrifier pour en finir. Le pire, c'est qu'il n'en veut même pas tant que ça, il est autant brave que son père. Il faut croire que c'était la seule issue possible, le bateau explose, emportant Jojo, et donc la tête de Joe par la même occasion. Mais un siècle plus tard, des marins trouvent un coffre fermé à cadenas, et ils décident de le crocheter. Plus tard, le navire est retrouvé totalement désert, plus de marins, et le trésor a probablement été dérobé. Et en vérité, il ne s'agit pas d'un trésor, mais plutôt d'une malédiction. C'est Joe qui est de retour, comme le confirme Joseph, le petit-fils de Jonathan. Il a survécu un siècle sous la mer, sa volonté est inébranlable. Même le sacrifice de Jonathan n'aura donc pas suffi. Il est urgent pour Joseph d'aller s'occuper de lui, car il sait que Joe est parvenu à récupérer le corps de son grand-père. Il est encore parvenu à ses fins. Joseph a appris l'onde, mais elle ne sera cette fois-ci pas suffisante pour mettre à terre Joe, car un nouveau phénomène est apparu, les stands. C'est une représentation psychique d'un individu qui lui confère des pouvoirs. Joseph en a un, son petit-fils Jotaro aussi, les Crusaders en ont tous un, et évidemment, Joe en a un. Il l'a d'ailleurs développé grâce au corps de Jonathan, comme il le dit lui-même. C'est un nouveau pouvoir qu'il va chercher à perfectionner, et évidemment Joe, qui a un stand, on est en droit de s'attendre à quelque chose de spectaculaire. Le concernant, il l'a travaillé avec la vieille Enya. Ils comprennent vite comment il fonctionne. Il peut figer le temps durant quelques secondes. En s'entraînant, il va prolonger ce temps et même réussir à bouger pendant le temps figé. Un stand effroyable à la hauteur de son manieur. Un pouvoir comme celui-là permettra à Joe de régner. Ce pouvoir est nommé The World, rien que ça. Et pour dominer le monde, Joe aura besoin d'éliminer les Joestars, et il n'aura rien besoin de faire, puisqu'ils viendront à lui, car leur objectif est de sauver Holly, la mère de Jotaro. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de le tuer. Au cours d'un voyage mouvementé, et où ils ont rencontré 4 acolytes fidèles, il ne reste plus que Joseph, Jotaro, Kakyoin et Polnareff pour le combat final contre Joe. J'ai sauté tout leur périple, car Joe n'intervient pas directement, et je parlerai de son influence sur leurs adversaires dans une partie qui arrive après. Nous voilà donc au combat final, où ils veulent prendre au piège Joe, en fuyant et en le coinçant en même temps. Joe alors se met à poursuivre les Crusaders, et on a un passage intéressant, où il force un sénateur à le mener jusqu'à eux. Je ne pense pas que ça soit un hasard si ici un sénateur est représenté, je pense que ça nous montre que Joe en est à son stade final de sa conquête, et il touche du bout des doigts cela, car il ne manque plus qu'à éliminer les Joestars. Nous montrer un sénateur à ce moment-là me laisse penser que Joe a bien réussi à devenir quelqu'un de très important, encore plus qu'être riche, ce qu'il voulait à la base, mais que maintenant, il veut simplement être le maître du monde, du moins c'est mon interprétation. Ce côté maître, roi du monde, est encore plus amplifié quand on le voit qu'il est représenté avec une cape lors de son combat. Comme on l'a dit juste avant, son stand The World, qui fige le temps, est si complexe que les Crusaders ne comprennent pas quel est son véritable pouvoir. Ils n'ont aucune chance tant qu'ils ne percent pas son secret. C'est pour ça que dans un ultime sacrifice, Kakyoin se jette dans la gueule du loup et finit par comprendre le pouvoir. Ce n'est pas sans conséquence, car il va de suite mourir, mais il va dans un dernier élan de courage, dans un dernier souffle de vie, faire passer un message à Joseph pour qu'il comprenne que Joe arrête le temps en détruisant l'horloge. Il comprend bien la nature de ce pouvoir qui dépasse l'entendement, car c'est bien Kakyoin qui le lui a dit. Petite parenthèse avant d'entamer le combat que vous connaissez tous, lorsque Joe poursuit Joseph, il voit venir le piège de l'onde qui lui tend. Son pouvoir, autant exceptionnel qu'il l'est, ne lui permet pas de passer à travers.
L'onde est une faiblesse qu'il a, et elle le restera à jamais. Mais nous ne sommes plus dans Phantom Blood. Ce qui se tiendra face à Joe, c'est pas l'onde, mais un autre stand, Star Platinum, celui de Jotaro. Un combat d'envergure se prépare, et Joe refait ce qu'il a fait à Jonathan il y a 100 ans. Il sous-estime Jotaro et son stand. Grossière erreur à nouveau, il se trouve que Jotaro semble pouvoir bouger quand il arrête le temps. C'est le premier arrivé à le faire. On l'a dit avant, c'est un combat spectaculaire de stand qui se prépare, et il faut bien que Star Platinum tienne tête à l'immensité de The World, sinon ça serait expéditif. Il ne peut que reconnaître qu'il l'a sous-estimé, et se fait piéger par Jotaro, qui lui assène un violent coup qui lui transperce le corps, dédicace à Jonathan. S'ensuit un combat déchaîné entre les deux, où Joe a le dessus, mais il finit par se prendre un énorme direct de Jotaro au cerveau, qui le couche. Comme prévu, j'ai sauté beaucoup du combat. Je parlerai plus de la performance de Jotaro et des dires de Joe dans le chapitre suivant. Comme on le sait, il faut plus qu'un coup au cerveau pour tuer Joe. Mais visiblement, celui que Jotaro a porté a été si puissant qu'il a laissé des séquelles à notre ami cette fois-ci, qui devient fou. Il se gratte jusqu'au sang au niveau de l'impact du coup, tout en riant nerveusement. Il y a bien quelque chose de différent cette fois-ci. Mais ça ne l'empêche pas de se relever et de continuer le combat. D'ailleurs, il relève quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il y a 100 ans, il a obtenu la vie éternelle, mais que ce qui le stimule pleinement, c'est le sang des Joestar, et de se battre contre un Joestar. Sa rancœur prend même le dessus maintenant sur ses projets. Il n'a qu'une seule pensée en tête à ce moment-là, en finir avec eux, et le reste viendra après. Avec le sang de Joseph, Joe progresse de plus en plus dans sa maîtrise de son stand, et il atteint jusqu'à 10 secondes d'arrêt du temps. Il pense avoir vaincu Jotaro, prouvé sa puissance au cours d'un combat déchaîné. Mais celui qui l'emportera, ça sera contre toute attente Jotaro, qui est parvenu à le bluffer. Lors de l'assaut final, celui qui a arrêté le temps en dernier, c'est bien Jotaro. Ironique d'ailleurs que Joe, qui vantait le fait que son pouvoir était si grand que personne ne pourrait le contrarier, alors qu'à la fin, il perd contre ce même pouvoir. Dans ses ultimes pensées, Joe parle un peu de Jotaro, mais pense surtout à sa volonté de régner et de gagner coûte que coûte. Ça rend un peu erroné tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce combat, il a certes de la haine envers les Joestar, mais ce qu'il veut par-dessus tout, et rien ne pourra le changer, c'est triompher, être le numéro 1. Oui, pour cela, il fallait qu'il gagne contre Jotaro, mais le fait qu'il ne s'adresse pas directement à lui montre qu'il est quand même plus réfléchi que ce qu'il montrait dans ses derniers instants, et que sa rancœur envers les Joestar n'a jamais aveuglé ses principes. Il est donc vaincu et considéré comme décédé, mais vu le nombre de fois où on l'a vu revenir d'entre les morts, on peut en douter. Mais dans une dernière planche, on voit son ennemi naturel, le seul et l'unique le décomposer, le soleil. Cette fois-ci, c'en est vraiment fini de Joe. Repassons alors sur Diego. Comme vous le savez, il a récupéré 2 yeux mystérieux. J'en parle juste après, mais je fais une précision sur quelque chose. S'il a été transformé en dinosaure, et que aussi il a infecté tout le reste du village, c'est à cause d'un homme, le docteur Ferdinand. Il a donné à Diego son stand Scary Monster, et il peut même le contrôler. Il veut alors qu'il lui rapporte ces 2 yeux, que convoitent aussi Jiro et Johnny. C'est alors qu'il explique l'existence de ces 2 yeux à nous lecteurs, et à Diego aussi du coup d'une certaine manière. Il affirme que plusieurs morceaux comme ces 2 yeux sont dispersés dans le pays, et que si tous sont retrouvés, ils reconstitueront un corps, le cadavre sacré. Il apporterait la prospérité et l'éternité à celui qui le reconstituera. Il fait aussi un parallèle avec son pouvoir en lien avec les dinosaures qui ont disparu, tout comme ce corps s'est retrouvé dispersé aux 4 coins du pays à cause de l'irrespect des humains. Ce cadavre fait des miracles, mais en bref pour la vidéo, on doit retenir principalement qu'il permet de régner et de dominer. Bon, c'est bien plus complexe que ça, mais j'ai essayé de faire la description la plus brève possible le concernant, tout en le mettant en lien avec les envies et la volonté de Diego. Je passe les détails, mais le docteur Ferdinand finit par se faire liquider, et cela fait bien les affaires de Diego, car en plus d'avoir maintenant la connaissance concernant le corps sain, il a réussi à dérober l'œil gauche. Il rentre officiellement dans la course pour reconstituer le cadavre, et va s'opposer à Johnny et Jiro. Et tout comme eux auparavant, il a donc accès, en ayant récupéré cette partie du corps, à une inscription le guidant à la localisation du prochain morceau du corps. Il sait tout désormais. Également, il est toujours dinosaure malgré la mort de Ferdinand. L'œil l'a renforcé et il gardera ce pouvoir à jamais. Johnny commence à le craindre, son stand et sa connaissance du secret du cadavre fera de lui un adversaire redoutable. La Steel Ball Run est reléguée au rang de seconde priorité pour lui maintenant, la première étant donc ce corps pour régner. Concernant le prochain morceau du cadavre, il est à la fin de la 4e étape, à Kansas City.
Diego ayant compris la méthode pour découvrir l'emplacement du prochain morceau de cadavre, il va donc se ruer à cet endroit. La confrontation avec Johnny et Jiro semble maintenant inévitable. Et c'est bien ce qui va se passer. Ils vont tous trois attendre que les caméras ne les suivent plus pour attaquer et récupérer le morceau de cadavre. Diego est redoutable avec son stand et l'œil gauche qui le renforce. Ça le rend encore plus perspicace quant au mouvement de ses adversaires et surtout des chevaux. Il a même le dessus au début alors qu'il est en 1 contre 2, mais comme à la première étape, il va se retrouver vaincu par Jiro et par cette boule en fer qui est son némésis. Il chute et voit le morceau du cadavre lui passer sous le nez au profit de ses deux concurrents. Il passera bien sûr la fin de l'étape, mais en 54e position. Il a perdu des places au classement, mais ce qui l'inquiète surtout, c'est qu'il n'a maintenant plus aucun moyen de connaître le prochain emplacement du cadavre. Le regard vide, il semble totalement acculé, mais ce n'est qu'en apparence, car un Brando a toujours plus d'un tour dans son sac. Diego va proposer un marché avec le président, rien que ça. Il fait part du fait qu'il possède l'œil gauche et dit qu'il veut empêcher à tout prix Jiro et Johnny d'obtenir le cadavre car ils ont une longueur d'avance sur lui. Il ne peut plus les rattraper car son cheval est blessé et seul contre deux, de toute manière, il ne peut rien faire. Le président joue les innocents et il en rajoute donc une couche. Il avoue que tout ce qui lui intéresse, c'est l'argent. Il est prêt à leur laisser l'œil pour ça. Il leur fait part de sa proposition invraisemblable. Il souhaite l'île de Manhattan entière à New York. Il veut être riche et être un politique. On ne le prend pas au sérieux jusqu'à qu'il fasse part d'une information capitale que recherchait le président. Il sait qu'un traître se cache parmi eux et il pourrait l'identifier. Ce traître était sur le cheval de Johnny la nuit précédente et sait quelque chose forcément sur le Corsair. Il va littéralement faire du chantage au président en échange de l'identité de cette personne, qu'il peut retrouver facilement car il connaît son poids. Il veut éliminer Jiro et Johnny qui l'ont humilié. Le président se trouve contraint d'accepter son marché et Diego souhaite un subordonné pour l'assister et l'aider à triompher de ses deux adversaires. Ce marché est pas mal pour le président car il pourrait parvenir à se débarrasser d'un clin d'œil de ceux qui recherchent le cadavre, car il pourrait peut-être s'entretuer, c'est une possibilité. Je fais taire le suspense, mais cet allié, c'est Sandman, et il ne servira aucunement à Diego quant à son objectif de battre Jiro. Quel dommage que ce personnage ait eu une fin comme ça, alors qu'il était si intéressant de base, mais bon. Comme je viens de le dire, les deux ne sont pas parvenus à venir à bout de Jiro, et Diego va quand même respecter sa part du marché, et dire au garde du corps du président, Mike O, Mike 0, je sais plus, que le traître est une femme de moins de 51 kilos, réduisant beaucoup de possibilités. Après ça, il dit qu'ils sont quittes et semble se désintéresser totalement de tout ce qui va se passer par la suite. Il ne semble plus vouloir se venger à tout prix de Jiro. Aurait-il une autre idée en tête ? Eh bien oui. S'il a mis de côté son envie de laver l'affront qu'on lui a fait, il a un autre objectif. On se retrouve donc à l'étape 8, étape qui marque le début d'un grand tournant pour lui et bien d'autres coureurs. Un combat entre Weka Pipo et Magenta a eu lieu, et il se trouve que Diego a entendu de la bouche de Weka Pipo que Lucy Steele était bien la traître. C'est d'ailleurs de là que naît une alliance entre les deux, alliance de courte durée, vous allez le voir, car elle est très instable. Weka Pipo ne veut pas perdre une fois de plus, et croit en Diego, car il sait qu'il a l'œil gauche, et que donc le président sera obligé d'apparaître pour le lui prendre. Il compte saisir cette occasion. Voici l'objectif de Diego, récupérer le cadavre. Il n'y a que ça qui compte maintenant. Il compte doubler tout le monde, le président, Weka Pipo, Johnny et Jiro, même s'il ne l'aura toujours pas battu, ça ne fait rien. Il va alors infiltrer le palais sous l'apparence de garde pour en apprendre plus, et qui sait trouver un angle d'attaque. Il le croise dans les couloirs, le président s'apprête à sortir pour se charger lui-même du travail. En même temps, Diego découvre que Lucy Steele s'est faite griller. Il ne comprend quand même pas pourquoi il sort seul sans protection. Après tout, hormis l'œil gauche, tout le cadavre est réuni dans le palais. Il se demande s'il ne se fait pas devancer sur quelque chose en particulier. Il voudrait l'attaquer, mais il abandonne vite l'idée car il ne connaît pas la nature de ses pouvoirs. Il va avoir une idée, se servir de Weka Pipo, le prendre au piège. Leur alliance n'est clairement pas pérenne, mais à vrai dire on le savait. C'est alors qu'en pourchassant le président Funny Valentine, Diego se fait lui-même piéger par le président, qui en se servant de son pouvoir visiblement, essaye de lui faire croire qu'il a tiré sur Johnny, un pouvoir qui paraît démesuré, mais Diego semble peut-être avoir compris sa nature. Pour en avoir le cœur net, il demande à Weka Pipo s'il l'a vu tirer sur Johnny.
De toute manière, à ce moment précis, Valentine manipulait tout le monde avec son mystérieux pouvoir, qui est difficile à cerner. Et la situation est loin de s'apaiser pour Diego, car il devine que le président va venir l'attaquer pour récupérer l'œil gauche, après s'être fait totalement brain par lui. Il insiste pour que Weka Pipo l'aide, il sait que sans lui il n'a aucune chance, car il faut à tout prix déceler la nature du stand de Valentine, qui d'ailleurs se dévoile sur cette planche magnifique. Ils n'ont plus d'autre choix maintenant, il faut qu'ils comprennent ce qui leur arrive depuis le coup de feu sur Johnny. Valentine sort le grand jeu et se dédouble, tout en dédoublant aussi Diego. Les deux commencent à peut-être mettre la main sur quelque chose, mais le pouvoir est troublant. Diego se fait mettre à terre par Valentine, son pouvoir est trop sournois. Il n'a pas eu le temps de réagir et de réfléchir comment le contrer, car il vient de se faire voler l'œil gauche. Il est dos au mur, le président a toutes les parties du cadavre, et lui n'a plus rien, il est en très mauvaise posture. Le stand de Valentine se révèle au grand jour, G4C. Il a pu faire croire à Weka Pipo et à Diego en même temps qu'ils ont tiré sur Johnny, car il peut traverser les dimensions et les rendre existantes dans le même espace-temps. Dans ce cas-là, il a pris deux mondes où dans chacun, il tuait Johnny et les a fait se rejoindre dans le monde où il se trouve maintenant. Pouvoir terrifiant que Diego comprend et il se doute aussi de la dangerosité de la présence d'un double à côté de lui, car s'ils se rejoignent, les deux risquent d'imploser. Seulement, s'il a fallu du temps à Diego pour démasquer la nature de G4C, il avait aussi une autre cartouche de côté, et pas des moindres, Johnny Joestar. Non, il n'était pas mort, et Diego l'a su avec tout ça, et il a réussi à envoyer des dinosaures pour le guider vers lui. Valentine s'attendait à tout sauf à ça, logique, et se prend un bon gros coup de Tusk et est touché sérieusement. Johnny agonise sur le sol, mais Diego se doute que ça n'est pas fini du président. Il sait qu'il peut récupérer des doubles d'une autre dimension et revenir indéfiniment. D'ailleurs, il sait que le Valentine qui est touché n'est pas l'original, car il n'a pas fait tomber l'œil gauche. Il sait qu'il peut partir de ce monde et en revenir sous un autre corps comme il le souhaite, et a vu qu'il se servait d'un objet pour le faire. Si Diego a été dédoublé, alors pourquoi ne pourrait-il pas le faire aussi? C'est alors qu'il va se servir de celui qu'il voulait piéger depuis le départ, c'est-à-dire Weka Pipo. Il va tenter de voir s'il ne peut pas faire comme le président, retourner dans son monde d'origine. Il va l'attraper, l'amener au contact de l'objet servant à changer de monde, là c'est le drapeau des États-Unis, et va réussir à s'extirper de l'autre dimension pour revenir au monde d'origine. Mais alors dans ce monde-là, il y a deux Weka Pipo désormais, et Diego a compris le système de G4C. L'inévitable se produit alors, les deux Weka Pipo au sein du monde d'origine se rejoignent et implosent. Sans aucune amertume, Diego l'a sacrifié, il est réellement prêt à tout pour s'en sortir. Imperturbable, d'ailleurs, il n'exprime aucune émotion par rapport à son action, mais s'inquiète du cadavre qui est maintenant entièrement dans les mains de Valentine. Ce combat n'a pas servi seulement à déceler le pouvoir de G4C, il a aussi compris que l'œil gauche est unique à ce monde, il n'y en a pas deux. Le cadavre est unique, le président devra agir sur ce monde pour le récupérer, et c'est ce qu'il a fait. Diego s'apprête alors à poursuivre le président avant qu'il ne soit trop tard, et il tombe sur Hot Pants. Elle a sur elle l'odeur de Lucy Steele, et sait que l'odorat de Diego pourra les permettre de la pister. Elle propose donc un marché à Diego, elle veut seulement le cadavre, il pourra avoir tout le reste, l'argent, la tête de Valentine, sa vengeance. Et en plus de ça, une information qui va faire son petit effet, elle a des informations sur son père, qu'elle est prête à lui communiquer. Diego change radicalement de visage, on le sent rempli de haine dès que son père a été évoqué, et accepte le marché. Encore une alliance de plus, ça commence à faire. Il se souvient d'où toute sa souffrance est partie, de son père. Il ne l'oubliera jamais, et même aux portes du cadavre sacré, il n'a pas tourné la page. Retrouver cet homme est capital pour lui. Les deux finissent par retrouver Lucy Steele et Valentine, à bord d'un train visiblement. Et évidemment, le président ne va pas leur faciliter la tâche, il leur jette des doubles d'eux, pile entre eux et le train. Ils parviennent malgré tout à rentrer dans le train en échappant à leur double. Diego affirme qu'il connaît la faille qui lui permettrait de venir à bout de Valentine, et il compte bien miser sur ça pour le vaincre dans un ultime combat. Le voilà nez à nez avec le président, il est même presque euphorique à l'idée de l'affronter, comme s'il était sûr de gagner. Quoi qu'il en soit, il est prêt à en découdre. Il va alors essayer de jouer sur son point faible, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un objet ou de quelque chose pour changer de dimension. Il parvient à le coincer et tente de le décapiter, seulement c'est encore insuffisant. Diego pense à la multitude de nombres de corps qu'a le président et sait que ça va être dur. Mais il connaît toujours son point faible et pense qu'il a toujours ses chances. Hot Pants lui vient en aide avec son stand, où elle transforme Diego en Valentine, et ce dernier ne sait pas reconnaître lequel est le faux.
Il tente alors de prendre la fuite pour revenir avec un autre corps, sauf que c'est exactement ce qu'attendait Diego, son point faible est bien fondé. Il le projette hors du train en tentant de le décapiter, tout en éloignant les bris de verre qui pourraient faire office de portail de changement de dimension pour G4C. Diego laisse exploser sa rage, il voit qu'il va gagner et dédie son attaque à la misère humaine, lui qui a été victime d'injustice, qui a une profonde rancœur envers le monde, envers les humains qui l'ont méprisé, sa mère et lui. Lui qui n'a cessé de se battre et de s'élever dans la société, le voilà qu'il s'apprête à tuer le président et chercher le cadavre sacré pour s'emparer du monde entier. Lui qui est parti de si bas et qui là se retrouve dans la position dont il a toujours rêvé. Il sera riche et influent, et même plus que ça, il dominera lui et lui seul. Tout ne se passera pas comme prévu. Si Diego a prouvé à de maintes et maintes reprises qu'il est l'un des personnages les plus déterminés de cette œuvre, il faut croire qu'il est tombé sur un plus gros poisson que lui. Un homme qui ne se battait pas pour lui seul ou pour des ambitions personnelles, mais pour des convictions à l'échelle d'une nation entière. Leurs combats et leurs motivations liées au corsain sont drastiquement opposés, mais celui qui triomphera en agrippant son adversaire, en le faisant passer sous le train, tout en utilisant la ligne du train pour changer de dimension, c'est bien celui qui voulait la prospérité de son pays. Diego se retrouve littéralement découpé en deux, et va évidemment finir par rendre l'âme. Il est persuadé d'avoir tué Valentine, mais il s'en est encore sorti. La quête de sa vie était de prouver sa supériorité, en se faisant une place parmi les plus importants du pays, en entrant dans la noblesse et dans la bourgeoisie. Il y est parvenu admirablement, mais ce n'était pas assez pour lui. Sa participation à la Steel Ball Run lui a fait découvrir le cadavre sacré et lui a été pris d'une soudaine envie de l'utiliser, d'assouvir des ambitions purement égoïstes. N'aurait-il pas pu simplement se contenter de son statut d'homme riche au sein de son pays et qui sait gagner la course loyalement pour avoir une place de politique en Angleterre? Peut-être, mais ça n'a pas été le cas. Il a cherché à avoir plus, toujours plus, et a fini par se brûler les ailes, contre un homme qui n'utilise pas non plus le cadavre sacré pour les bonnes raisons, car il n'y en a aucune qui justifie son utilisation, mais qui l'utilise à des fins bien moins machiavéliques et plus honorables en tout cas que les siennes. Bien, maintenant que les fondements ont été posés, je peux passer au second axe où je vais revenir sur certains points particuliers de leur histoire, que ce soit avec des paroles ou des événements, et des nouveautés aussi, pour les expliciter un petit peu plus. Pour ce chapitre, on va parler de leur personnalité, de leur caractère, de leur relation avec leurs adversaires. Allez, on va sur Joe. J'ai parlé longuement jusqu'à présent de son élévation sociale, mais maintenant on va s'intéresser de plus près à l'origine de son aversion vis-à-vis des humains. C'est intéressant car on a plusieurs points de vue avec lui. Le nôtre, qui avons vu son passé, et qui peut potentiellement expliquer certains de ses actes, notamment dans la partie 1, et celui des personnages de l'œuvre, avec l'exemple de Joseph, qui dit que c'est le mal en personne, que c'est Chidney chez lui. Bien entendu, on va expliciter le point de vue de nous lecteurs, car on a des informations sur lui. Un point à souligner déjà chez lui, c'est qu'il ne saisit pas bien le concept d'amitié, ça le dépasse. C'est pourtant quelque chose de fondamental pour la plupart. George lui donne l'exemple de Danny et son fils, qui ont une relation très forte entre eux, car Danny a sauvé Jojo qui allait se noyer il y a de ça quelques années. Leur relation a bien sûr perduré dans le temps et repose sur la confiance mutuelle, notion qui marche avec les relations humains-animaux et humains entre eux tout court. Joe reste de marbre lors de ce récit, ça ne l'a vraiment pas touché, il ne comprend toujours pas. Peut-être lui aurait-il fallu durant l'enfance un ami proche sur qui il aurait pu s'appuyer pour surmonter ses problèmes. Ou bien peut-être que ça n'aurait rien changé au démon en personne qu'il est, comme le pense Joseph. Il faudra alors se faire son propre avis. Pour en revenir à sa haine, on a pu voir dès ses premières interactions en tant que membre de la famille Joestar qu'il ne compte aucunement faire semblant d'être bon auprès de Jojo. Bon, après il va se raviser, mais là je parle que du tout début. Il lui montre bien qu'il se pense supérieur et va lui pourrir la vie juste après. Ce que je veux dire par là, c'est que Joe fait déjà semblant auprès de George. Ce serait une bonne idée en même temps de faire semblant auprès de Jojo, qui est très naïf en plus, ça serait si simple. Seulement, on voit ici que son entêtement à toujours vouloir être supérieur à qui que ce soit lui fait prendre des risques non pas inutiles, mais qui ne sont absolument pas nécessaires. Il pourrait éviter d'être brutal avec Jojo, et donc faire le faux cul avec lui, pour mieux satisfaire ses désirs, mais il en est visiblement incapable, il se laisse submerger par son égocentrisme et met en péril son plan. Bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, le masque de pierre a rendu Joe littéralement invincible aux attaques basiques. Dès qu'il a obtenu ce pouvoir, il a immédiatement méprisé les humains, il pense pouvoir vivre éternellement et se placer au-dessus de tout le reste.
C'est encore plus marquant juste après quand il parle de la chaîne alimentaire, en reléguant les humains bien en dessous de lui et même en les comparant à de la nourriture. De toute manière, avec son vampirisme, on s'en rapproche presque, c'est vrai. Passons maintenant à son respect envers Jonathan. Lors du second gros affrontement entre deux, Joe réalise qu'il doit se débarrasser de tout ressentiment s'il veut devenir l'être suprême qu'il souhaite être. Il va alors vouloir se débarrasser très vite de lui. Mais il ne tire aucune leçon de sa défaite passée, puisqu'il va toujours considérer son rival comme quelqu'un de banal et le compare à un singe. Il pourrait vraiment être plus méfiant, car lui qui au précédent combat pensait déjà être imbattable, s'est retrouvé vite vaincu. Et cela va lui porter préjudice, car il perdra encore une fois, mais cette fois-ci, il comprend pour de bon qu'il n'y a pas que lui de puissant. Certains humains peuvent l'être, du moins Jonathan peut l'être. Il commence à le respecter pour tous les combats effrénés qu'ils ont menés. Hormis la famille Joestar, Joe ne respectera aucun humain, il est borné. S'ensuit dans la partie 3, un dialogue avec Enya qui reprend ça. Les deux sont d'accord que pour obtenir ce que l'on souhaite, il faut être le meilleur, le plus fort. Jusqu'à là, rien de choquant. Mais après, deux visions se distinguent. Enya qui dit que The World est si puissant si on l'entraîne, en plus du corps immortel de Joe, au bout d'un certain temps, il sera imbattable. Elle fonde son raisonnement uniquement sur le stand. Alors que Joe, lui, parle tout de suite des Joestar. Il semble avoir retenu qu'ils ne sont pas à sous-estimer, mais en vérité avec son pouvoir et son corps, est-ce une bonne idée de se focaliser à tout prix sur eux en priorité? N'est-ce pas une obsession, surtout quand on a des pouvoirs autant puissants? Évidemment, il fera les deux, mais on le verra plus citer les Joestar que s'entraîner ou parler de The World. Lorsque j'ai parlé du combat de Joe contre Jotaro, j'ai souvent dit qu'il le sous-estimait, et à juste titre car il le faisait souvent, mais j'ai fait exprès de ne pas citer certains passages dont je vais parler maintenant, qui à l'inverse disent que Joe prenait Jotaro au sérieux. À commencer déjà par ce que dit Terence Derby lorsqu'il le rencontre. Mais surtout, à partir du moment où Jotaro parvient à lui aussi arrêter le temps, Joe est de suite crispé et décrédibilise cet exploit en disant qu'il s'est aidé du sacrifice de Kakyoin pour s'y préparer. Cependant, à compter de ce moment-là, Joe juge bon de ne pas se jeter délibérément sur lui, car on ne sait pas ce qu'il a en réserve. Comme il le dit, il y a très peu de chances pour que Jotaro puisse bouger plusieurs secondes dans le temps comme lui, mais il préfère être méfiant. Un Joestar est imprévisible, il est le mieux placé pour en témoigner. Au moment où Jotaro est au sol et où il pense l'achever en lui lançant le couteau en pleine tête, Joe exprime sa satisfaction, il est soulagé d'en être venu à bout, il ne pensait pas qu'un humain puisse le rejoindre dans son monde, un monde au-delà des limites, mais c'est un Joestar qu'il a en face de lui. Passons à Diego. Il y aura moins de choses à dire, parce que pour lui j'ai parlé de pas mal de ses vices déjà. Mais là aussi, j'ai fait exprès de ne presque pas parler d'un moment en particulier de la course tout à l'heure, la fin de la 3e étape, juste après qu'il ait obtenu l'œil gauche. Diego, Jiro et Johnny se relancent donc dans la course pour finir premier, et ce dernier va venir faire une réflexion à Jiro, pour une fois que c'est pas l'inverse. Il lui dit que s'il continue comme ça, il perdra face à Diego, car il ne fait que suivre, que s'inspirer de techniques d'autres personnes. Alors que notre Diego s'en est sorti seul, il n'a eu besoin de personne pour s'émanciper. Johnny va jusqu'à dire que c'est un conquérant. Il dit aussi que c'est un trait de caractère fondamental chez les plus grands coureurs. C'est dans les situations et les conditions les plus déplorables qu'ils se dépassent. Cette faculté de se dépasser à partir de rien d'autre que ce qu'ils ont en eux-mêmes, ça Diego l'a et Jiro ne l'a pas. De ce point de vue-là, il est à la ramasse et doit changer, ce qui est ironique d'ailleurs, alors que c'est lui qui remporte systématiquement ses combats contre Diego, mais les combats et la course sont deux choses différentes. Un exemple de démonstration de Diego qui analyse au moindre petit détail les mouvements que va faire le cheval de Jiro. Il ne compte lui laisser aucune chance, il va tout faire pour l'emporter, il ne comptera que sur ses connaissances et ses compétences acquises par lui et lui seul. Et la fin de cette étape illustre à merveille cette confrontation de volonté entre les trois personnages, avec Jiro qui termine derrière Diego. Malgré qu'il ait tout tenté, il a fait une fin de course plus qu'honorable, mais ça ne suffit pas devant l'audace des deux Anglais. Faisons un grand saut dans le temps et parlons de la 8e étape, le chamboule-tout. On ne sait pas qui est avec qui, c'est un bazar pas possible pour comprendre, exactement comme pour Johnny et Jiro. Même eux commencent à se questionner sur les intentions de Diego à ce moment-là, et dans quel camp est-il? Jiro laisse présager l'idée qu'il cherche de l'argent contre l'œil, chose qu'il avait demandé au président, donc en soi c'est un petit peu vrai, mais ce ne sont pas ses vraies intentions comme le dit Johnny. Diego fait cavalier seul, et sait qu'il utilisera cet œil comme outil de victoire. En gros, il ne croit pas en la théorie de l'argent uniquement, et il a raison. Il voudrait alors réunir tout le cadavre, quelque chose de très ambitieux, mais pas impossible pour un conquérant comme lui. Nous en sommes maintenant juste avant son assaut avec Hot Pants contre Valentine, et on va être fixé maintenant sur les vraies motivations de Diego. L'argent, la gloire, la vengeance,
Que veut-il faire avec le cadavre sacré? Cette page qui arrive juste après nous l'apprend, il veut dominer les humains. Il pense à nouveau à ce qu'il a vécu avec sa mère, et il en est certain ce qu'il souhaite, c'est se venger en devenant quelqu'un de très important. Seulement ici, avec le corset, il veut être plus que ça. Il veut être le plus important. Il sait que le cadavre peut lui permettre cela, car il donne la prospérité. Il ne le dit pas clairement ici, mais on se doute que dans son jugement des humains qui ont méprisé sa mère et lui, il met son père dans le lot. Tout cela pour dire qu'évidemment non, Diego ne comptait pas seulement vendre l'œil gauche au président, il a toujours une idée derrière la tête, et la vue du corps sain a fait entrer en lui des ambitions bien plus grandes qu'un peu d'argent ou de statut politique. Il voulait en profiter pour être le plus influent, être le dominant de ce monde. Cette partie et même la suivante seront réservées à Joe, car on va traiter de quelque chose qui lui est arrivé exclusivement à lui. Il a eu sous ses ordres plusieurs personnes et a été leur leader. Il avait donc des responsabilités pour les diriger, malgré qu'il n'était pas une organisation à proprement parler. S'il a bien pu accéder à cette fonction, c'est uniquement dû à lui-même, et on va chercher à comprendre comment cette domination sur les autres, omniprésente chez lui, a commencé. Le premier qui nous met en garde contre ceci, c'est William Zeppeli, qui faisant part de ses connaissances sur le masque de pierre, dit qu'il sert à devenir l'empereur du monde. Il ne se trompera pas, car Joe aura bel et bien cette vision des choses. Malgré qu'il n'arrive pas à ses fins dans la partie 1, la partie 3 nous le montre comme un empereur, car il a une influence marquante sur plusieurs individus, qui de plus sont tous dangereux. Personne ne peut lui résister. Pour en revenir à la partie 1, Joe a manifesté sa domination par le contrôle, en passant déjà par Jack l'Éventreur, tueur en série renommé, très connu. Il n'aura aucun mal à le soumettre, et va même jusqu'à l'endoctriner en s'exprimant sur les humains, le bien, le mal ou la peur. Il l'endort à philosopher, et on va pas analyser ça en profondeur, parce qu'il le fait bien plus avec Pucci, et on en parlera plus tard. Toujours dans cette dynamique, Joe a aussi contrôlé Tarkus et Bruford, deux chevaliers britanniques iconiques que quiconque dans le pays a déjà entendu parler. Comme je l'ai dit juste avant, il met sous ses ordres Jack en l'endormant, du moins en le mettant en contact avec sa main comme une sorte d'hypnose, et ce pouvoir est terrifiant, car on voit qu'il peut ordonner ce qu'il veut à ses subordonnés qu'il a hypnotisés, comme en transformant Jack en un misérable pantin, alors qu'il n'était pas comme ça du tout à la base. Ou même moins impressionnant, mais quand même, quand il hypnotise un enfant pour entraver William Zeppeli et Jojo lorsqu'ils vont à sa rencontre, et au final on voit que l'enfant n'a pas mauvais fond du tout, c'est Joe qui l'a dénaturé. Tous ces exemples pour dire que Joe voulait déjà tout contrôler dès qu'il eut goûté au masque de pierre. Et cela ne va pas s'arranger lors de la partie 3, car dans celle-là c'est encore plus flagrant que Joe prend au sérieux son rôle d'empereur, en étant à la tête d'un groupement d'individus menaçants. J'ai pas très envie de dire que c'est une organisation, parce que tous n'ont pas les mêmes buts et les raisons d'y être, mais on va en parler. Juste avant ça, parlons de comment il assujettissait ses subordonnés. On a vu l'hypnose dans Phantom Blood, mais il a évolué, il est passé au germe de chair. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'araignée en apparence qui se fixe au cerveau de la personne pour la manipuler. C'est bien plus efficace que l'hypnose et doit durer bien plus à long terme. Avec ça, il s'assure que personne ne lui tienne tête et peut envoyer qui il souhaite, faire ce qu'il souhaite, sans aucun rechignement. Le parfait exemple, c'est qu'il est parvenu à faire ça avec Kakyoin. Et surtout avec Polnareff, qui a un sacré mental, puisque tout le long du périple, il est obnubilé à l'idée de venger sa sœur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les individus sans ambition, usés de la vie, qui tombent devant le germe de chair. Cependant, avant d'appliquer ce germe de chair, il a fallu que Joe appâte la personne devant lui. Il a fait ça avec Abdul, en l'apprivoisant avec des paroles qui semblent l'apaiser et l'attirer vers lui, mais heureusement pour lui, il est parvenu à fuir vite. Pour Kakyoin, c'est pareil, il était pétrifié devant lui, seulement quand le germe lui a été appliqué, il ne ressentait plus aucune peur. L'idée qu'il soit à ses côtés le rassure, et le germe a conforté ça, sans qu'il ne se rende compte de rien, puisqu'il s'est littéralement offert à lui, il a perdu son âme. Et vous vous en doutez, pour Polnareff c'est pareil, il lui a promis la paix intérieure, que tout serait plus simple, tout en le contrôlant, et il s'est laissé endormir. Avant d'expliquer comment Joe arrive à manipuler toutes ces personnes, je tiens à mettre quelque chose au clair. J'ai du mal à considérer Joe et ses sujets comme une organisation concrète comme je l'expliquais tout à l'heure, malgré que beaucoup agissent sous son influence, car ils avaient peur. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, on a Daniel Darby, qui était là notamment vis-à-vis de son amour du jeu, malgré qu'à la fin on ait vu qu'il ait très peur de Joe. Mais on a aussi Enya, qui a un rôle différent des autres, car elle le conseille et l'aide. Et certains, comme je le montre depuis tout à l'heure, comme Rubber Soul, All Horse, Steely Dan ou ZZ Wheel of Fortune,
qui sont là uniquement pour l'argent. En gros, c'est flou, et leur motivation tourne autour de leur admiration devant Joe, mélangée à d'autres choses comme l'argent. Comme le dit Joseph, on dirait une secte, mais avec de l'argent en jeu. Moi, je préfère y voir un groupement très instable. Bref, passons au plus intéressant. Comment Joe contrôle-t-il ces sujets? Bon, à vrai dire, on connaît déjà un peu la réponse. On l'a vu avec Abdul, Polnareff et Kakyoin il y a peu, mais on va le voir plus en détail là. C'est avec Enya que c'est le plus frappant, car elle est censée avoir le plus grand rôle parmi eux. Ça se discute avec Vanilla Ice, mais c'est pas trop pareil. Et elle est complètement omnibulée par Joe, alors qu'elle-même lui apprend des choses. C'est encore plus marquant lors de sa mort. Joe a ordonné son assassinat, car elle a échoué à sa mission, et elle refuse de l'admettre, même en souffrant. Elle est persuadée que c'est faux, et qu'il compte encore sur elle, alors qu'il est évident qu'il voudra se débarrasser d'elle. Enya, qui pourtant devait le savoir mieux que quiconque, puisqu'elle était souvent à ses côtés. Autre exemple, celui de Endul, qui refuse de divulguer des informations sur Joe à Jotaro. Il dit qu'autrefois, il était un garçon courageux et vaillant, mais lorsqu'il l'a rencontré, il a connu l'effroi pour la première fois de sa vie, et il suppliait intérieurement de ne pas se faire tuer, tellement il était impressionné. De même pour le stand d'Anubis, qui est pourtant un sabre reconnu et ancien, lui non plus n'a pas résisté à Joe, car il était trop puissant. Même un objet ne peut rien faire. Ensuite, pour Maria, on a à nouveau affaire à de l'ensorcellement. Il peut la contrôler uniquement via sa beauté, elle le suit aveuglément. C'est un élément qui est d'ailleurs montré juste après, lorsque All Horse lui rend visite et voit des femmes par terre qui se sont données selon lui de leur plein gré. Il cherche à comprendre pourquoi et comprend qu'elles sont fascinées par lui. Il n'a rien besoin de faire pour qu'elles viennent vers lui, tout comme eux obéissent à ses ordres sans discuter. All Horse, tout comme Endul, a pris peur devant lui. Il voulait en finir avec lui, mais est tout de suite revenu sur sa décision en voyant l'étendue de son pouvoir. Mais celui qui illustre à merveille tous ces aspects-là, c'est Vanilla Ice. Il est tout bonnement fasciné par lui et est prêt à tout pour subvenir à ses besoins. Il va même jusqu'à se décapiter pour donner une grande quantité de sang à son maître. Vanilla Ice voue un culte à Joe, il n'y a que ça à dire. Quand Iggy fait une copie de Joe et qu'il s'en aperçoit, il devient complètement fou et perd ses moyens. Il dit tout et n'importe quoi, crie, frappe dans tous les sens, pour une simple imposture. Cela prouve bien que sa relation univoque avec Joe a un côté malsain. C'est encore plus vrai à la fin de son combat contre Polnareff. Il est devenu un vampire après avoir bu trop de sang de Joe. Il est complètement amorphe, dénué de son âme originelle. Il n'est devenu qu'un misérable pantin. Bien que l'on ne l'ait connu que sous ce trait de personnalité-là, mais bon, on peut s'imaginer autre chose en le voyant pour la première fois. Sa fascination pour Joe l'a perdu, et sa transformation en vampire l'a rendu plus que stupide, car il a suffi d'une légère provocation de Polnareff au sujet de Joe pour qu'il vrille, et qu'il fonce dans le soleil, et qu'il finisse par se décomposer. Pour en finir avec ce chapitre, j'ai évité d'utiliser le terme jusqu'à présent, mais de toute manière vous l'avez bien vu et compris avec tous ces exemples, ce qui fait que Joe peut contrôler des individus, c'est de par son charisme. Cela lui vaut une prestance unique, dont personne ne peut résister, que cela soit Abdul, Polnareff ou Kakyoin, malgré leur ténacité, ou bien tous les autres malfrats qu'il avait contrôlés, malgré qu'ils soient puissants. Cela n'a rien changé, car rien que de le voir, il pouvait sentir sa force. Pas seulement via ses pouvoirs, mais sa force uniquement dans son allure. Pour cette partie encore une fois réservée à Joe, on va parler de son influence au travers des parties où il ne joue pas le rôle majeur d'antagoniste. Commençons alors par la partie 2. Vous vous souvenez du raid de Jojo avec ses alliés au manoir de Joe? Eh bien dans le tas il y avait un homme nommé Straits. Il s'est retrouvé impuissant comme beaucoup lors de la bataille, et cela lui a valu une fascination pour l'ennemi. Il s'est aussitôt demandé comment il était possible d'être aussi gracieux. Ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est la jeunesse éternelle que propose le masque de pierre. Il veut contourner sa vieillesse. Il va faire alors comme Joe, son modèle, et l'enfiler. Il mentionne aussi que maintenant, il va devoir aller s'occuper de Erina et Joseph Joestar, les deux seules personnes en vie qui restent à être au courant pour le secret du masque de pierre, puisque Speedwagon est censé être out. C'est de là que part sa confrontation avec Joseph, où on le voit comme prévu, bien plus jeune qu'avant, dans un corps très affûté. Les effets du masque ont bien fonctionné, tout comme ils avaient fonctionné quelques années avant. L'inspiration pour Joe ne s'arrête pas qu'au masque et à la jeunesse éternelle, mais elle passe aussi par les techniques. Straits utilise la même technique que lui, avec la sorte de laser qui sort des yeux. J'avoue, j'avais pas envie de prononcer le nom de l'attaque, elle est chiante à prononcer. Straits peine à se distinguer de Joe, mais montre un caractère plus méfiant que lui. Il crée l'onde,
Il sait à quel point elle est dangereuse et a mis en place un système avec son écharpe pour la parer. D'ailleurs, il la connaît bien puisqu'il la maîtrise à merveille cette onde. Mais Straits est passé de l'onde, celle qui guérit les malades, au masque de pierre qui n'apporte que désolation. Il a beau avoir essayé de se défendre face à l'onde, de ne pas refaire les mêmes erreurs que Joe, au final lui aussi va perdre. La partie 4 elle aussi comporte un cas intéressant, illustrant la cruauté de Joe, celui de la famille Nijimura. Le père de la famille est totalement méconnaissable, il ne parle plus et a une apparence plus du tout humaine. Keicho, le fils aîné, nous dit que c'est à cause du fameux germe de chair que l'on connaît déjà. À l'époque, ils avaient des problèmes d'argent, et cela se répercutait sur leur vie de famille. Sauf qu'un jour, le père a subitement roulé sur l'or, du jour au lendemain. C'est bien évidemment dû à un pacte qu'il a fait avec Joe, où suite à cela, il a reçu le germe qui l'a conduit à la richesse. Tout se passait bien évidemment, jusqu'au jour où Joe est décédé, et donc tout a rebasculé dans sa vie, et le père a subi toutes les conséquences de son pacte d'un coup. Il est désormais condamné à revêtir un corps non humain, sans parler, et où son fils cherche à le tuer pour abréger ses souffrances. Pour la partie 5, c'est simple, ça va être expéditif. Joe est tout simplement le père de Giorno Giovanna, le protagoniste de la partie qui triomphera du parrain de la mafia italienne et qui prendra sa place. Il est donc le père d'un homme influent, et à notre échelle de lecteur, d'un des personnages les plus emblématiques de l'univers de Jojo. Seulement ici, on va s'intéresser à la femme avec laquelle il a conçu Giorno. On ne connaît même pas son nom, juste qu'elle n'assumait pas son rôle de mère, laissant son fils de 2 ans seul à la maison. On peut imaginer plein de choses avec ça étant donné du peu d'infos qu'on a. On sait que Joe considérait les femmes comme des jouets, on est en droit de se demander pourquoi elle en particulier, pourquoi ne l'a-t-il pas tuée, est-ce une erreur, est-ce une sorte de pari de sa part? On ne saura vraiment jamais. Tout ce qu'on peut en tirer, c'est ce que l'on voit sur ces images, la mère de Giorno n'était tout simplement pas prête à élever un enfant, ou bien n'a-t-elle jamais cherché à l'être, et dans ce cas-là alors, c'est écœurant. Passons à la partie 6, et là pour le coup il y a bien plus de choses à dire et à exploiter. Mise en contexte, Jotaro rend visite à sa fille Jolene dans le centre pénitentiaire de Green Dolphin Street, et un prisonnier semble être à leur trousse. Il s'agit de Jongali E, un adepte de Joe qui en a après Jotaro, et qui compte bien se venger en l'attaquant lui et sa fille. Ils sont victimes d'un assaut terriblement bien organisé, car ils sont menacés par Jongali E, un sniper renforcé par son stand qui peut modifier la trajectoire des balles, plus un autre mystérieux stand qui les a plongés dans une illusion et où ils ont du mal à s'en sortir. Ils parviennent tant bien que mal à se dépêtrer de tout ça et se retrouvent épiés par le commanditaire de leur assassinat, un homme qui maîtrise un stand qui ressemble à un serpent blanc, White Snake. Et ce type est réellement surpuissant, il parvient à venir à bout de Jotaro, bien que la principale source de sa défaite est qu'il a pris un dommage collatéral en voulant protéger sa fille, mais bon. Il le met hors d'état de nuire, et 2 disques semblent s'extirper du crâne de Jotaro, un avec son visage et l'autre avec celui de Star Platinum. Maintenant, on va voir pour quelle raison le détenteur de White Snake en avait tant après Jotaro. Bon, déjà, comme on en avait parlé juste avant, John Gallier était un fervent adepte de Joe, ça tombe bien parce que c'est aussi le cas pour son boss. Bon, je vais finir par l'appeler par son vrai nom, Pucci. Il a rencontré Joe en Égypte, et curieusement, comme on le voit sur ses planches, ce dernier parle beaucoup, mais surtout apprend des choses à grande valeur au jeune Pucci. Une discussion qui est axée sur la quête du paradis. Cependant, il ne parle pas du paradis comme on pourrait le penser, c'est-à-dire d'un lieu, pour parler grossièrement. Lui recherche un état, quelque chose qui transcenderait son âme, une évolution majestueuse. Il place même cela au-dessus d'être invulnérable, riche ou un dominant. Il pense que l'étape suprême de son existence, c'est ça. Et il a donc fait des recherches poussées, inscrites dans un cahier, et il sollicite Pucci pour l'aider à les terminer. Il lui accorde une confiance admirable, concept qui, je vous le rappelle, était inconnu de Joe lorsqu'il était jeune, quand il a entendu l'histoire de Jonathan et de Danny. Après, la situation n'est pas la même. Ici, on n'est pas tellement sur de l'amitié à part entière, mais plutôt sur une collaboration. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'enfin Joe semble se confier et parler longuement à quelqu'un sans le prendre de haut. Seulement, ce carnet va brûler après sa mort, et vous l'avez compris, c'est Jotaro qui a fait ça. Il a lu ce qu'il y avait dedans et a décidé de détruire toute trace de cette quête du paradis. Pucci, qui considère bien Joe comme un ami et surtout un maître, un professeur qui lui a enseigné des savoirs, va donc traquer Jotaro pour obtenir via son stand le disque contenant sa mémoire, pour y découvrir les clés du paradis et d'en continuer les recherches. Mais pour retracer la relation entre Pucci et Joe, revenons à leur rencontre. Joe l'attendait dans son église, lui raconte une histoire à dormir debout et évoque les rencontres de manière générale. Il pense que c'était nécessaire pour eux deux de se rencontrer à ce moment-là.
En même temps, il accomplit quelque chose d'insensé. Pucci était né avec une difformité au niveau des orteils, et il est parvenu à les lui guérir. Au moment de partir, il va lui donner la fameuse flèche qui confère un stand, et lui laisse la possibilité de l'utiliser si jamais il veut le voir à nouveau. Je passe les détails sur son flashback, mais Pucci a vécu des événements assez traumatisants durant cette période. Il va se demander dans son malheur comment tout cela est arrivé, et se souvient que c'est dû à une certaine rencontre au confessionnal. Et dans son désarroi le plus total, il fait le lien entre la personne qui a chamboulé le bon déroulement de sa vie et sa rencontre avec Joe, où il se souvient qu'il a gardé une certaine flèche. Et c'est alors qu'il va craquer et se transpercer avec, débloquant ainsi Whitesnake, et surtout rejoignant désormais Joe. Pucci se retrouve alors à être désormais le confident de Joe. Maintenant on peut dire beaucoup de choses de ce qu'on a vu. On sait que Joe recherchait des utilisateurs de stand pour en faire ses disciples en les transperçant avec la flèche. Mais là avec Pucci, il ne l'a pas fait, il lui a laissé le choix. Mais on peut y voir aussi une tentative de lavage de cerveau de sa part. Il a très bien pu le laisser inerte quelque temps, car il savait que tôt ou tard, le quotidien de Pucci allait basculer. C'est donc possible qu'il ne l'ait pas traité comme les autres, pour mieux le contrôler après, et en faire son plus fidèle serviteur, et ça colle parfaitement à Joe cette histoire. Il l'a endormi avec sa théorie des rencontres, et c'est bien les rencontres qui ont marqué le début de la chute de son disciple. Comment Joe a-t-il pu savoir que c'était la rencontre le facteur X? Est-ce un coup de chance? Est-ce un génie? Ou bien est-ce un pari sur l'avenir? Il est possible qu'il ait décelé un certain potentiel intéressant chez Pucci, lui autorisant donc un traitement de faveur. On peut clairement se le demander lorsque Joe parle de tout et n'importe quoi au calme avec lui, en ne se souciant de rien, et en lui disant qu'il pourrait très bien le tuer maintenant pour s'emparer de The World, et alors régner. Oui, Pucci est même au courant de son stand et de son pouvoir. Mais il est complètement ensorcelé par Joe. Il est incapable de lui faire du mal, et va même jusqu'à dire qu'il l'aime autant que Dieu. Cette ligne me fait pencher pour la théorie du Joe qui cherchait bel et bien à le contrôler d'une manière différente des autres. Du moins je veux dire, il n'éprouve pas une intense amicalité envers lui, il ne le voit pas comme son ami sincère. Je pense qu'il a toujours eu une idée derrière la tête avec Pucci. Je peux me tromper, c'est possible que Joe le voit littéralement vraiment comme un confident, sans aucune arrière-pensée derrière, mais il semble avoir contrôlé beaucoup trop de choses en Pucci dès le départ. Avant de se quitter, il va lui léguer un os qui aura un rôle en particulier. Nous revoilà dans la temporalité normale de Stone Ocean, et Pucci, par le biais d'expériences inhumaines et immorales, s'apprête à passer à l'étape supérieure dans son plan pour atteindre son fameux paradis. Il a fait beaucoup de sacrifices humains pour arriver à ce qu'il a devant lui, il est prêt à tout pour y parvenir, il n'a plus une once de bon en lui depuis la mort de son maître de toute manière. Ce qu'il cherche à faire donc, c'est donner l'os de Joe à un bébé vert, en lui récitant une formule précise qu'il a lue avec les souvenirs de Jotaro. C'est super bizarre dit comme ça, mais bon, je peux pas tout détailler ça sera hors sujet, et même de base, Stone Ocean, c'est vraiment bien perché. Le bébé vert va alors fusionner avec le prêtre et Whitesnake. Cela aura pour conséquence un changement physique et mental chez lui, et son départ de la prison pour faire la volonté du plan de Joe, avec l'aide de son nouveau stand, au cœur de ses ambitions, nommé Simoon. Le détail de ce plan est donc évoqué dans le cahier de Joe, et il nous est transmis ce qu'il y a écrit dedans juste après le départ de Pucci donc. Il faut à l'origine The World, un ami en qui il peut avoir confiance, un ami qui peut contrôler ses pulsions et acquiescent au principe de la méthode, le sacrifice de 36 personnes qui ont péché, l'expérience inhumaine dont je vous ai parlé juste avant. Une formule de 14 phrases, la destruction temporaire de son stand pour absorber les vies des pécheurs. Avec tout ça, le bébé vert sera familiarisé et assimilé pour en faire son stand, et pour finir, il faudra se rendre à un lieu bien précis. Je me permets de revenir sur le début de tout ça. Joe dans son cahier dit qu'il souhaite connaître quelqu'un qui peut le suivre dans ce projet, mais évidemment comme il le dit, c'est tellement invraisemblable qu'il y a très peu de chances pour qu'un jour il en rencontre un. Mais c'est bien arrivé, il a rencontré Pucci, qui a donc pris sa suite. Ce passage renforce encore plus la théorie, qui me paraît compliquée à croire, où Joe plaçait entièrement ses espoirs et sa confiance en un autre individu, je le rappelle, ce Joe qui dès le plus jeune âge était incapable de comprendre l'amitié ou la confiance. Alors peut-être qu'en grandissant, il s'est aperçu de certaines choses, c'est pas impossible. Mais avec tout ce processus, ça voudrait dire que Joe ait eu besoin de quelqu'un d'autre que lui-même pour réussir et parvenir au stade suprême. Ça va plutôt à l'encontre du personnage qui s'est débrouillé seul tout le temps. S'est-il rendu compte que pour cette fois-ci, il ne serait pas possible d'y arriver sans aide? Cette relation est très floue, et j'ai encore du mal à croire que Joe, s'il en avait la possibilité, ne ferait pas tout pour atteindre seul ses ambitions. Il insiste sur le fait que la personne doit être étrangère à la notion de tentation, ce qui n'était probablement pas son cas, lui qui goûtait à toutes sortes de plaisirs.
Je pense alors qu'il a toujours voulu manipuler Pucci et a voulu passer par lui pour savoir ce qui se cache derrière ce paradis, et qui sait peut-être serait-il retourné contre lui pour finir seul, ce qu'il a toujours fait. Longue parenthèse pour dire qu'on ne sait pas si Joe était à 100% sincère avec Pucci, mais dans tous les cas, on peut dire que toute cette situation en profite à ce dernier, car il n'y a plus Joe pour potentiellement le doubler, malgré qu'il ne croirait jamais en cette possibilité, et donc plus personne ne semble pouvoir l'arrêter à rejoindre ce fameux lieu pour y déclencher quelque chose. En réalité, il y a bien un groupe qui va tenter de l'arrêter, Jolene et Jotaro, qui est sorti du coma, avec Hermès, Anasui et Emporio. En gros, les Joestars qui s'opposent à lui, tout comme ils se sont toujours imposés devant Joe. Un signe. Ils se mènent alors un combat sans relâche, et Pucci semble même sur la fin s'incliner peu à peu, mais en réalité c'est absolument pas le cas. Il comprend ce qu'il doit faire pour déclencher l'étape ultime de son plan. Il se laisse alors emporter vers le ciel, prêt à rentrer en contact dans les airs avec une boîte métallique. C'est Jotaro qui a initié le mouvement, et Pucci ne manque pas de dire que ce sont les Joestars qui l'ont aidé à comprendre ce qu'il doit faire. Les Joestars l'ont aidé, et feraient partie intégrante de ce final. Une lumière émane de lui. Anasui tente de l'atteindre avant qu'il ne se passe l'irrémédiable, mais il est trop tard. Pucci éveille sa forme finale avec son nouveau stand, Made in Heaven. Comme son nom l'indique, il a atteint le paradis que recherchait Joe. Plus rien ne l'arrête avec son stand, qui accélère le temps à une vitesse phénoménale tout en le faisant lui-même se déplacer à une vitesse identique. Un pouvoir dantesque difficilement égalé même de nos jours. Il remercie les Joestars de l'avoir aidé à accomplir tout cela, comme Joe les avait remerciés lorsqu'il est parvenu à arrêter le temps 10 secondes avec le sang de Joseph et le corps de Jonathan. C'est alors que les Joestars et les autres se retrouvent encerclés et enfermés. Ils sont totalement impuissants devant lui et en même temps, ils constatent que l'environnement change drastiquement de plus en plus vite. Pucci les attaque sans relâche et finit même par jouer avec eux en reproduisant la technique de Joe de lancer de couteau, forçant alors Jotaro à nouveau à se sacrifier pour sauver Jolene. Il met hors jeu le membre le plus dangereux et va finir par éliminer tout le reste, faisant un véritable carnage. Made in Heaven étant tellement puissant, en s'améliorant continuellement, il a fini par reset l'univers entier. Il a tout simplement créé une nouvelle boucle temporelle, il a son propre univers grâce à son stand, il a transcendé toutes les limites possibles. Il est parvenu à ses fins, et il a fait la volonté de son ami. Cependant, Pucci a beau avoir créé son univers, il reste quelqu'un de vivant parmi le groupe des Joestars, c'est Emporio. Il paraît être le plus inoffensif, mais c'est lui qui va parvenir à piéger Pucci avec le disque de Weather Report en faisant exploser la pièce en raison de trop d'oxygène. Alors oui, Pucci est mort. Il a été laxiste en laissant Emporio trop longtemps en vie, il aurait dû finir le travail, mais évidemment qu'il fallait qu'il y ait quand même une petite note positive, aussi infime qu'elle soit, avec sa mort. La fin de Stone Ocean est si particulière pour ça, l'antagoniste est mort, mais il est parvenu à ses fins. Et c'est ça qu'on va retenir de Pucci, il a gagné, il a atteint le paradis que recherchait Joe. Il a battu les Joestars, là où son ami a toujours échoué, et a en plus perpétué sa volonté. Pour faire donc une conclusion vis-à-vis de Joe, parce que je me suis peut-être un peu éloigné, mais il fallait absolument que je parle de la fin, même si Joe n'a pas pu voir de son vivant, ou même l'expérimenter, le paradis qu'il a tant convoité, il a quand même formé et tout enseigné à l'individu qui a accompli cette prouesse, et est donc le maître de l'antagoniste qui a le plus impacté l'univers de son œuvre. Allez, il est temps aussi de conclure pour Diego dans cette partie qui lui est réservée. En vérité, il y a une petite subtilité à prendre en compte. Je vais parler dans cette partie du Diego Brando alternatif. J'attendais ça depuis un moment. Celui qui apparaît après la mort de Valentine, et non donc de l'original dont on a parlé longuement déjà. Comme vous le savez, Valentine est capable avec G-Force de traverser différentes dimensions, et juste avant de mourir, il décide de le faire pour trouver un Diego en particulier. La raison, il est sur le point de mourir suite à son combat contre Johnny, et il cherche quelqu'un pour prendre sa suite avec le cadavre. Pour cela, il a choisi méticuleusement un Diego qui serait susceptible d'accepter à sa requête. Vu comment les Brando sont orgueilleux et méfiants, on peut s'imaginer qu'il a dû en parcourir des dimensions. Mais bref, passons. Il semble être parvenu à en trouver un qui répond à ses critères, et le met en garde contre le pouvoir de Johnny, qui est tout simplement impossible à contrer si on se fait toucher. Valentine va droit au but. Il veut que ce Diego se rende dans le monde central pour dérober le corps sain à Johnny. Valentine est malade à l'idée que le cadavre aille dans les mains d'un Britannique qui ne saurait qu'en faire. Il s'en remet alors à Diego, bien que britannique aussi, mais il sait qu'il n'est pas attaché à l'Angleterre et que si la situation l'avantage lui-même, il fera ce qu'il aura à faire et sans aucune pensée pour sa contrée. Pour donc le récupérer et le laisser le placer dans un bunker à Manhattan, lieu d'arrivée de la course.
Et c'est d'ailleurs Lil qui avait réclamé le Diego originel lors de son alliance avec le président. Le Diego alternatif, en garde quant au pouvoir exceptionnel de Johnny et de l'importance de la mission qui lui est accordée, se met en route. Mais va-t-il se plier à ce qu'on lui dit de faire? Eh bien, on verra ça un peu après. Retour dans le monde central, donc avec Johnny qui a récupéré le corps, après avoir triomphé du président. Seulement, comme je viens de vous le dire, le Diego alternatif a déjà agi et lui a volé le cadavre. Johnny va se mettre à sa poursuite, mais Stephen Steele le met en garde vis-à-vis du fameux bunker qu'il a fait construire le président. Il est maintenant au courant, il sait que le corps va être caché là-bas, il ignore juste qui est le voleur, mais il compte bien le traquer. C'est chose faite, il parvient à l'approcher, mais il disparaît aussitôt, presque comme s'il s'envolait à chaque fois qu'il arrivait à proximité. Un homme semble être derrière lui. Et c'est bien le Diego alternatif. Johnny lui tire immédiatement dessus, mais est stupéfait de le revoir ici. Mais quelque chose d'autre a changé. Il n'a plus le même stand, ce n'est plus Scary Monster, à la place on a un pouvoir qui nous est bien familier. The World, exactement le même que Joe Brando. Et la similarité avec Joe ne s'arrête pas au stand, mais va aussi jusqu'à son utilisation. Il jette des couteaux, tout en arrêtant le temps, l'attaque signature de Joe. Ce Diego semble en être l'exacte copie, cognitivement parlant. Je profite alors de la cover du chapitre 91, qui est exceptionnel au passage, pour m'arrêter vite fait sur quelques points. Déjà oui, on a le retour de The World, avec bien sûr le même pouvoir que Joe, mais il y a quand même quelques changements sur lui, comme la lettre D au niveau de ses genoux, ou la sorte d'horloge qu'il a sur chaque épaule. C'est minime, mais il serait hypocrite de ma part de dire que c'est un copier-coller sur tous les points. Ce choix d'avoir fait revenir The World a, je crois, été reçu de manière partagée parmi les fans. Certains y ont vu un simple clin d'œil, profitant de faire un coup de pouce pour la fin de SBR, et d'autres y ont vu un trop gros fanservice pas très bien amené. J'ai peur de trop m'avancer et de parler à la place de beaucoup en disant ça, mais j'ai vu quelques retours dans ce genre sur internet, donc je me suis permis de le notifier. Me concernant, lorsque j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ok, un retour de The World, donc ça veut dire que ce Diego alternatif ne peut qu'être le Ginny Ritchie des fourberies de Joe, il va forcément renverser la situation. En gros, à partir de là, j'étais persuadé d'un nouveau plot twist venant de lui, j'étais sûr qu'il n'allait pas se plier bien gentiment aux ordres de Valentine, on va voir si mon ressenti était le bon. Nous en sommes maintenant à la dernière étape, à très peu de la fin de la course, et comme prévu, Johnny poursuit le Diego alternatif, la course étant toujours secondaire pour lui, il veut évidemment récupérer le cadavre. Il a beaucoup de difficultés à lui tenir tête, il ne sait pas comment contrer un pouvoir qui arrête le temps, et où l'utilisateur peut s'y mouvoir quand même. Il va chuter de son cheval, mais tirer pour essayer de l'atteindre en passant par les murs. Au cours du combat, le Diego alternatif semble prendre au sérieux la menace que représente Johnny, et le qualifie même d'épreuve la plus difficile avant de finaliser son rôle. Johnny a fini par le rattraper. Cependant, s'il s'attendait à une attaque directe, ou bien avec des couteaux, il va être grandement surpris, puisque Diego avait une autre idée en tête, l'immoler. Mais il est tenace, et ça ne suffit pas pour lui faire lâcher prise. Il le poursuit depuis le sous-sol même, et il ne compte pas le lâcher. Comme ça, Diego ne pourra pas savoir quand activer son pouvoir. Johnny saisit sa chance alors, et tire un ongle de Tusk pour espérer le toucher. En réaction, Diego décide de s'arrêter brutalement pour se fondre dans la masse, là où plusieurs de ses admiratrices se trouvent. Au moment où Tusk sort, il arrête le temps et parvient à s'extirper de la situation, et le stand de Johnny désintègre plusieurs femmes. Le Diego alternatif semble rejeter la faute sur Johnny quant à leur mort, mais ça ne semble vraiment pas l'affecter, même pas du tout. Il n'a aucune pitié pour se servir d'elle, leur sort ne l'intéresse pas le moindre du monde. Sur ce point-là, on dirait vraiment Joe. Le Diego originel d'ailleurs n'aurait possiblement pas fait ça, il aurait peut-être trouvé une autre solution que ce massacre, bien qu'il ait déjà tué des innocents si nécessaire, comme les gardes au palais du président. C'est alors que les deux se retrouvent sur le pont pour une ultime confrontation où il n'en restera qu'un seul d'entre eux. Ils sont face à face et confrontent chacun leur stand. Mais comme on le voit depuis tout à l'heure, le Diego alternatif a un gros avantage en combat rapproché, et en arrêtant le temps, il parvient à dévier le tir de Johnny et réussit à lui tirer dessus avec un flingue. Mais il sait que Johnny est un dur à cuire et qu'il ne sera pas vaincu comme ça. Il est au courant pour son pouvoir excessivement abusé si l'on se fait toucher par lui. Pour cela, il l'a privé de son cheval pour l'empêcher d'utiliser la rotation infinie. Mais en même temps, il est au courant qu'il a tiré il y a peu un ongle infini sur la charpente du pont et celui-ci s'apprête à revenir vers Diego. Et c'est bien ce qui va se passer, l'ongle se dirige droit sur lui, comme Johnny l'a voulu. Cependant, il avait déjà tout anticipé et savait ce qu'il allait se passer, et va mettre en œuvre son propre plan pour venir à bout de Johnny une bonne fois pour toutes. Il souhaite lui renvoyer sa propre rotation infinie, et pour cela il va se trancher la jambe droite. Il a dû employer les grands moyens pour l'éliminer, allant même jusqu'à sacrifier une partie de son corps. C'est un total succès, la rotation atteint bien Johnny, et donc en train de désintégrer son propre tireur.
Il nous est confié qu'il s'agissait en réalité de la stratégie de Valentine, bien qu'à mon avis sa mise en pratique a plus été pensée par Diego. Il a gagné, il a renvoyé le pouvoir infini de Johnny sur Johnny lui-même. Il est désormais seul au monde pour avancer. Et c'est alors qu'au bout de 116 jours de lutte acharnée, où les coureurs ont traversé l'Amérique contre vents et marées, celui qui va s'imposer lors de cette 9e et dernière étape et remporter la Steel Ball Run est un coureur qui n'a participé en fait qu'aux derniers instants de la course seulement, le Diego Alternatif. C'est injuste pour les autres coureurs, mais évidemment que personne n'est au courant que ce n'est pas le vrai Diego Brando qui a gagné. Je vais vite fait taire le suspense et le dire maintenant, car c'est pas le propos de la vidéo, mais Diego va être destitué de sa victoire, et celui qui a vraiment gagné la course, c'est Poco Loco, un homme qui mérite sa victoire, et qui lui a bien couru pendant 116 jours. Il y a une justice, et tous les coureurs ayant franchi la ligne d'arrivée peuvent être fiers d'eux. Mais la fin de la course est bien le cadet de nos soucis, et c'est pareil pour le Diego Alternatif, qui à peine ayant fini la course, se rue directement au sous-sol de l'église. On voit où sont ses priorités. La volonté de Valentine nous est encore plus détaillée. Il veut que le cadavre soit enfermé dans ce bunker, qui doit être fermé à clé, et selon lui, pendant 80 ans minimum, personne ne pourra y accéder. Il insiste auprès de Diego sur un point, étant donné que c'est lui qui dépose le cadavre, ce dernier sera toujours auprès de lui. Valentine lui confie les clés, sans mauvais jeu de mots, de la prospérité des États-Unis, mais est-ce qu'un tel Diego Brando, qui ressemble tant à Joe Brando, peut-il réellement faire ça sans brancher? Croit-il vraiment les paroles de Valentine concernant le bonheur que peut lui donner ce corps, même s'il est enfermé? Ne voudrait-il pas qu'il le prenne avec lui? On va voir ce qu'il a décidé. Juste avant ça, petite pause sur la cover du dernier chapitre de SBR, et surtout sur le titre, le drapeau de l'Amérique, que ses étoiles brillent pour l'éternité. L'enjeu est clair, l'avenir des États-Unis est en jeu maintenant, malgré que Valentine ne soit plus là, son patriotisme persiste. Nous revoici avec le Diego Alternatif devant le bunker, et il repense à ce que le président lui a dit. S'il scelle le cadavre, il aura le soutien du cadavre, et lui et New York seront l'épicentre du monde. C'est ce que cherchait d'ailleurs Pucci lorsqu'il avait Simoun. C'est alors que se produit l'inévitable, et à vrai dire pour moi c'était plutôt l'impensable. Il scelle le cadavre, et en parlant du président, il cite mot pour mot « Je vais te faire confiance ». Un mot qui revient à nouveau, qui est fort, et dont on a beaucoup parlé dans la partie juste avant sur Pucci, où j'ai montré que le concept de confiance était totalement étranger à Joe Brando, et la seule fois où il l'a vraiment employé, c'était avec Pucci, mais je doute vraiment que ça soit vraiment sincère, comme je l'ai dit juste avant. J'y voyais plutôt une manière de se servir de lui en fait. Là où je veux en venir, c'est que si ce Diego Alternatif est si ressemblant à Joe, de par son stand identique et ses actes qui le sont tout autant, comment pourrait-il faire confiance en qui que ce soit, surtout en quelqu'un de plus haut placé que lui, et qui plus est, de tout ça, mort? J'aurais vraiment plus vu une trahison, et j'étais vraiment surpris de cette tournure, mais elle semblait si évidente pour la plupart des lecteurs, car Valentine a promis le bonheur à Diego de par le fait d'être l'épicentre du monde, et d'être protégé par le cadavre, chose qui peut totalement s'entendre, et je le comprends tout à fait, c'est pour ça que je ne râlerai pas en disant que c'est une mauvaise fin pour SBR, juste parce qu'il ne s'est pas passé quelque chose que je ne voulais pas, et que je ne pensais pas être possible. Mais la véritable chute que personne n'attendait vraiment cette fois, le tournant de la fin de SBR arrive par la silhouette d'une jeune femme au fond. Il s'agit de Lucy Steele, qui le surprend en train de sceller le cadavre. Est-ce qu'elle arrive trop tard? A-t-il déjà tourné la clé? Vu la réaction un peu disproportionnée de Diego, on pourrait se dire que non, le processus n'est pas terminé entièrement. Je dis qu'elle est un peu disproportionnée, non pas pour sa méfiance, mais pour son comportement très brutal envers Lucy Steele, et où il va aller jusqu'à même l'agresser en étant plus qu'insistant. C'est pour ce genre de scène que je me dis qu'il est vraiment important de distinguer le Diego Alternatif et l'original, car je peux vous garantir que ce dernier n'aurait pas agressé Lucy Steele gratuitement comme ça, surtout aux portes de l'apothéose, en ayant scellé le corps sain. Tout ça pour dire que, à nouveau, ce comportement colle parfaitement à Joe Brando, ce Diego en est vraiment la copie, sauf quand il s'agit de faire confiance. Mais bon, vous vous en doutez, Lucy Steele n'est pas venue uniquement pour se prendre gratuitement des mots doux. Elle a amené un beau cadeau pour le Diego Alternatif, qui est la tête du Diego Brando originel. Il comprend de suite ce qu'il se passe, il active The World, pris de panique et tente de fuir, mais il ne va pas bien loin avec une jambe en moins. Il panique, pourrit Lucy Steele, et comprend ce qu'il va se produire. Les deux visages se rejoignent et vont imploser. Le Diego Alternatif est littéralement décapité, c'en est fini de lui et de n'importe quel Diego Brando dans ce monde central. Il ne demeure plus que son corps, déchiqueté en deux. Et voici le temps de faire une conclusion de ce chapitre qui s'est révélé plutôt dense à vrai dire. Le corset a bien été scellé, le processus est allé jusqu'au bout,
C'est bien Diego qui avait tourné la clé, c'est lui qui l'a enfermé, mais comme le dit Stephen Steele, celui qui a scellé le cadavre est mort lui-même, et c'est une bonne chose. Ça veut dire que personne, ni de près ni de loin, ne pourra profiter de ça. Personne n'était en mesure de se servir du cadavre, car il n'y a aucune bonne raison de s'en servir. Mais c'est pas notre problème dans cette vidéo, nous on veut parler de Diego. C'est alors que je vais vous poser une question. À quoi a servi le Diego alternatif dans le développement du Diego originel? À vrai dire, si je pose cette question, c'est que je suis mitigé. Je vais vite fait retracer le parcours. Déjà, comme je l'ai dit auparavant, je passe le fait que Valentine ait dû parcourir d'innombrables dimensions pour trouver un Diego docile à l'idée d'enfermer un cadavre et de seulement l'enfermer. De même pour le retour de The World et d'un Diego ayant un comportement très semblable à celui de Joe Brando, je ne critiquerai pas la décision. J'ai beaucoup de mal à concevoir comment c'est possible que le Diego alternatif se soit aussi vite plié aux exigences de Valentine. Vu ses ressemblances avec Joe Brando, j'aurais vraiment parié qu'il prenne le cadavre ou faire autre chose avec que de devenir l'épicentre. Chose que Valentine a dû lui expliquer très rapidement puisqu'il était sur le point de mourir. Je doute qu'il en ait compris tous les détails. Si je passe tout ça, sur quoi je débouche? Un Diego alternatif qui a enfermé le cadavre dans un bunker appartenant aux États-Unis et donc leur profitera temporairement, ce qui fait les affaires de Valentine. Un Diego alternatif qui mène un combat d'anthologie que n'a pas mené l'original contre Johnny, nous faisant une belle référence à Phantom Blood. Un Diego alternatif qui ne ressemble qu'en apparence au Diego originel, mais qui en fait ressemble quasi trait pour trait à Joe Brando au niveau du comportement, et pour finir le plus important, un Diego alternatif qui devant le cadavre ne voit pas là une occasion de s'élever encore plus, et va croire une histoire, bien qu'elle soit vraie, qu'on lui a racontée en l'espace de quelques minutes certainement. Là, je sais ce que certains peuvent penser. J'ai dit à la fin du chapitre sur le tournant de Diego Brando originel que sa mort et sa fin ont en grande partie été causées par son envie d'utiliser le corset pour devenir encore plus important que ce qu'il ne l'était déjà. On pourrait croire que je me contredis, mais en réalité c'est pas le cas. Pourquoi? Oui, c'est bien ce qui a amené sa mort, mais c'est pas pour ça que notre Diego, qui n'a absolument pas connaissance de ça, ne pourrait pas braver l'interdit et tenter quelque chose avec ce cadavre. Et en prime de tout ça, Valentine était mort, Johnny sur le point de l'être aussi, il était littéralement seul au monde. Il aurait pu tenter quelque chose, même si comme le Diego originel, ça n'aurait certainement pas fonctionné, il avait toutes les raisons de le tenter. J'en reviens alors à ma question, à quoi a servi le Diego alternatif dans le développement du Diego originel? Il a apporté un plus au personnage de Valentine, Johnny et même Joe Brando dans une certaine mesure, mais moi j'ai envie de dire, selon mon interprétation, qu'il a plus porté préjudice qu'autre chose à l'originel. Il n'a que l'apparence de similaire, son comportement ne l'est pas du tout, et son rôle à la fin avec le bunker me laisse penser que le Diego originel aurait profité de la situation lui. Ce personnage a été excellent vis-à-vis de la fin de la trame de SBR, mais n'a rien apporté de plus au personnage du Diego originel, hormis de montrer qu'il avait une moins grande ambition que lui, alors que ça aurait dû même être l'inverse. Voilà, j'en ai enfin fini pour cette vidéo. Je regrette vraiment de m'être trop attardé sur certains combats, notamment dans mon chapitre sur les tournants, alors que j'avais prévu de ne pas le faire, j'ai pas pu m'en empêcher. J'espère que la vidéo n'a pas été imbuvable à cause de ça, mais auquel cas il y a les timecodes si jamais. Si certains ont pu regarder la vidéo jusqu'à la fin, j'en serais vraiment content, même si je me doute que ça ait pu être compliqué à cause du probable mauvais rythme que j'ai mis, notamment au début. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si nécessaire, j'aimerais vraiment connaître votre ressenti vis-à-vis de ça, ou même sur n'importe quoi d'autre sur la vidéo évidemment. Me concernant, j'ai préféré vraiment faire la deuxième partie de la vidéo. Expliciter des propos et concepts m'a bien plus plu qu'au début, où des fois je me sentais presque prisonnier de devoir raconter un peu trop l'histoire. En plus, le choix d'avoir fait une vidéo sur deux personnages en même temps n'a pas aidé, mais je voulais vraiment les confronter à tout prix. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai vraiment de me détacher plus du récit pour aller encore plus en profondeur dans les propos, sans trop être long. En tout cas, j'ai voulu que cette vidéo soit complète et détaillée, et j'en suis assez satisfait. Et encore une fois, merci infiniment d'avoir regardé. On se retrouve bientôt.